J'ai commencé à faire des livraisons Uber Eats pour gagner un peu de sous en plus. Et en fait, c'est quand j'ai vu, ça me faisait gagner, je crois que c'était autour de 50-60 euros par soirée. Et j'avais fait à un moment une vidéo YouTube où je faisais de l'affiliation. Donc en gros, je disais aux gens, si vous voulez vous inscrire par Uber Eats, utilisez mon lien. Donc ça a démarré tout doucement. Et ensuite, au bout de quelques semaines, j'ai fait plus d'argent d'affiliation que de livraison Uber Eats. En gros, je trouve que quand tu es entrepreneur, surtout quand tu es un peu dans le business en ligne, etc., et que tu bosses souvent de chez toi, dans un coworking ou dans un endroit où tu vois pas trop de monde, t'as pas de collègues, t'as pas de cercle social qui se crée. Et donc le cercle social, si tu vas pas au sport, si tu vas pas dans un coworking, si tu fais pas les trucs de base, en gros, tu rencontres personne dans ta journée, quoi. Le hack ultime qui permet de hacker les cerveaux des gens, c'est... Salut Axel, Mais Damien, comment vas-tu? écoute, ça va très bien. Merci pour ton invitation. Moi, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Tu es quelqu'un qui est très, très inspirant pour moi. Je t'ai rencontré il y a quelques mois à un séminaire et j'ai tout de suite apprécié ton humilité, ta spontanéité. Tu vas me permettre de te présenter en quelques mots si tu veux bien. Avec plaisir, vas-y. Donc aujourd'hui, Axel, tu as 24 ans et tu t'es lancé sur YouTube à l'âge de 14 ans. Je trouvais ça extraordinaire, on va avoir le temps d'en parler. 14 ans, tu t'es lancé sur YouTube, c'est ta première vidéo. Tu partages ton parcours avec humilité sur ta chaîne YouTube qui compte à ce jour 65 000 abonnés et tu as pour ambition de devenir millionnaire avant tes 30 ans. Tu es également auteur d'un best-seller, le guide financier des jeunes actifs finance, bourse, immobilier et entrepreneuriat aux éditions Diathéno. Euh, j'ai absolument voulu t'avoir sur ce podcast parce que, et on en a discuté longuement, tu es une source d'inspiration pour moi parce que j'ai des enfants, j'ai un jeune garçon de 13 ans qui veut faire des thunes. Il voit son... Ça fait des années, il est monté sur scène à mon premier séminaire quand il avait 10 ans pour faire un cours d'éducation financière. Et il me dit à chaque fois, il veut faire de l'argent, il veut faire de l'argent. Et je lui dis, mais crée des choses. Et des fois, il a du mal à connecter le fait de vouloir faire de l'argent avec les efforts qu'il faut pour faire de l'argent. Et là, il a commencé à faire son premier projet, projet un peu encore confidentiel, mais je lui ai lancé sur quelque chose, il a regardé et il est en train d'implémenter pour la première fois. Et toi, tu es pour moi un vrai exemple là-dessus. 14 ans, créer sa chaîne YouTube. Euh, j'ai envie de te demander en première question, c'était quoi, tu te rappelles ta motivation pour créer tes premières vidéos quand tu avais 14 ans et on part 10 ans en arrière. On n'était Ouais. pas autant sur le YouTube game d'aujourd'hui. Ah non, mais ça n'avait rien à voir, parce que là, aujourd'hui, c'est quand les gens lancent une chaîne, c'est très business. Il y a 10 ans, quand j'ai lancé ma chaîne, je crois que l'idée à la base, c'était vraiment, je crois qu'à la base, les premières vidéos, c'était des vidéos sur des jeux vidéo. Donc, c'était juste de filmer mes parties de jeux vidéo et les poster sur YouTube. Du coup, j'avais juste fait ça. Et justement, en fait, c'est juste que je voyais des YouTubeurs faire ça. Et je me disais, ça, c'est trop bien. En fait, les gens, ils peuvent, comment dire, communiquer avec d'autres personnes à distance. Parce qu'en fait, à l'époque, moi, j'avais un vieux PC. En fait, tu avais les écrans qui étaient plus, comment dire, profonds que, comment dire, larges, tu vois. Les écrans, c'était des mastodontes. Et du coup, j'aimais trop le concept Internet, discuter avec les gens en ligne et tout ça. Et du coup, voilà, je voyais d'autres créateurs de vidéos qui postaient leur partie de jeux vidéo. Et bon, moi, j'étais pas très très bon, donc j'essayais de faire comme je pouvais, mais en fait, j'ai bien vu que les vidéos, justement, sur les jeux vidéo, moi, ça marchait pas beaucoup parce que j'étais ni bon et j'arrivais pas à bien commenter. Et en même temps, je commençais un peu à m'intéresser à comment créer des sites web, comment faire des jolies pages, etc. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était surtout d'expliquer aux gens comment ça fonctionnait. Et du coup, j'en ai fait des tutoriels. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, j'ai commencé par les jeux vidéo. Et en fait, rapidement, au bout de quelques mois, je me suis dit que j'avais plus d'intérêt et je me sentais plus utile, on va dire, à filmer mon écran en expliquant comment j'ai fait tel effet sur Photoshop, etc. Et donc, du coup, j'en ai transformé cette chaîne qui, à la base, était jeux vidéo sur une chaîne de graphisme. Donc, je faisais des tutoriels, etc. Et en fait, ce que j'ai tout de suite compris, au début, là où je me disais sur les premières vidéos que je faisais, je voyais pas trop de sens à ce que je faisais. Là où j'ai trouvé beaucoup plus de sens, c'est quand j'ai fait des vidéos où j'expliquais, où j'apprenais aux gens à faire quelque chose. Et en fait, c'est de là qu'est partie toute la chaîne. En fait, toute la chaîne a suivi ce fil-là. Parce qu'en fait, chaque vidéo que je fais aujourd'hui, en fait, elles sont toutes dans un but éducatif ou dans un but d'apprendre quelque chose aux gens ou d'apporter quelque chose aux gens. Par exemple, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos juste actualité ou alors vlog ou alors juste je raconte ma vie parce que je trouve que ça n'apporte pas d'utilité pour les gens. Du coup, moi, je suis beaucoup plus focalisé sur comment est-ce que je peux rendre ça intéressant, est-ce que les gens puissent apprendre
quelque chose à travers ça, quoi. Et je pense que toi aussi, tu as dû avoir un peu ce même système quand tu as commencé à créer aussi sur ta chaîne du contenu. Yes, alors on a tous ce même souci aujourd'hui de consommateur. Le viewer, celui qui nous regarde, il veut de l'éducation et en même temps, il veut se divertir. Parce qu'on est en concurrence avec des gens qui font des micro-trottoirs sur YouTube, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est toujours difficile, moi qui n'aime pas le bullshit, hein, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu, parce que malgré tout, il faut trouver le juste milieu entre éduquer et divertir. C'est le juste milieu là-dedans. Ouais. Euh, A donc, réussi à prendre les codes de YouTube et tout, moi j'avoue, c'est un truc que j'ai pas trop réussi à faire. C'est aussi pour ça que je pense, tu vois, ma chaîne, elle va pas, enfin, elle grossit pas très très vite, parce que justement, je joue pas trop bien ce jeu. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire des vidéos très longues et très denses, mais qui vont être pas du tout hyper montées. Il y aura pas un gros rythme, il y aura pas de musique, donc c'est que du contenu brut. Et des fois, je fais même des vidéos genre, après, c'est des vidéos qui sont très, par exemple, je fais ma déclaration d'impôt devant vos yeux. C'est le truc, ça dure une demi-heure, et les gens, je leur montre bah, dans quelle case je remplis mes impôts, etc. Alors qu'en soi, je pourrais très bien faire une vidéo hyper montée, hyper bien léchée, etc. en 3-4 minutes. Mais je trouve que c'est intéressant de bien expliquer, de prendre le temps d'expliquer, de montrer sur l'écran comment ça marche. Mais le problème, c'est que du coup, cette vidéo-là, aux yeux de YouTube, bah, elle performe pas très bien. Mais pour le peu de personnes qui regardent, bah, c'est hyper utile. Et c'est des contenus que les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir, quoi. Donc, je me dis, bah, je le fais pour ces personnes-là. Et pour l'instant, il y a suffisamment peu de personnes intéressées pour que ça puisse être, enfin, que je puisse bien en vivre. Donc, ça me suffit largement pour pas avoir justement à faire ces codes-là YouTube. Ah, et j'ai fait le test en plus, là, euh, récemment, j'ai fait une vidéo un peu format plus actu et moins contenu brut et tout ça. Et la vidéo, elle marche beaucoup plus. Et j'étais pas habitué. J'ai fait, je crois que j'ai fait 8000 vues en sortie de vidéo, alors que d'habitude, je fais plutôt 1000 vues. Tu vois, pour 64 000 abonnés, c'est vraiment très peu. Et du coup, je trouvais ça, putain, 8000 vues. Je fais, putain, la vidéo, elle performe de fou. Alors que c'est même pas si ouf que ça de manière globale, quoi. Mais bon, c'est alors, déjà testé. yes, de toute façon, c'est plein de tests, hein. Moi, j'ai pas du tout les codes. J'essaye d'étudier. J'étudie pas mal en ce moment pour essayer de comprendre l'algorithme et comment YouTube euh, comprend et veut. Que est-ce que YouTube veut voir, même si on n'a pas le livre, le vrai code. Et je pense que le plus important derrière, c'est de le faire avec son cœur, avec ses convictions, avec son authenticité. Parce qu'il y a un truc qu'on peut pas travestir, c'est son authenticité sur la vision long terme. Ça, après, des fois, les gens, ils raisonnent avec les promesses hyper fortes, etc. Alors que nous, c'est pas notre discours, mais bon, bah, c'est ce qui marche, quoi. Donc après, nous, tant qu'on a notre base d'audience qui permet d'en vivre, je pense que ça suffit pour pas justement avoir à se travestir, quoi. C'est ça. Euh, du coup, quand tu as lancé à 14 ans, quand tu as fait ton pivot entre jeux vidéo et contenu éducatif, c'était quoi ton objectif? C'était quoi? Tu voulais en vivre ou tu voulais juste le kiff? Tu voulais te la raconter devant tes potes en ayant le maximum d'abonnés? C'était quoi ton Ouais, qui à te l'époque, je dirais que quand j'avais ouais, 15-16 ans, quand j'ai continué à faire les vidéos, c'était un mix de notoriété, on va dire. Donc, se créer un peu c'est un peu alors, avant, on disait pas communauté ni audience. Avant, on disait d'être connu, quoi. Tu vois, d'avoir sa base de followers, etc. Donc, c'était un peu d'avoir cette preuve sociale. Principalement. En second, je dirais que c'était le fait justement de se sentir utile. Donc, tu sais, c'est un peu une pyramide de Maslow de se dire. Bah, j'ai posté un contenu et les gens postent des commentaires. En fait, c'est un peu la vanity metric, c'est le fait de voir, ah, j'ai eu tant de commentaires, j'ai eu tant de gens qui ont liké et tout ça. Donc ça veut dire que ça plaît aux gens. Et ça, j'avoue, j'ai assez vite été accro. En fait, dès l'instant, on fait un peu des réseaux sociaux, on se rend compte qu'on est hyper sensible au nombre de vues, au nombre de likes, au nombre de commentaires. Même si maintenant, tu vois, j'en suis vachement plus détaché. Aujourd'hui, je peux faire une vidéo qui fait 1000 vues et peut être considérée comme un flop. Mais pour moi, tant que la vidéo est intéressante et que j'aurais aimé la voir, bah, je me dis que c'est un succès. Mais auparavant, forcément, c'était moins ça. Et non, franchement, je pensais pas du tout à en vivre. Moi, c'était vraiment purement de la vanity métrique. Je pense à cette époque-là. Et je pense que quand tu es très jeune, tu cherches pas non plus forcément l'argent. Tu te cherches plutôt la reconnaissance, je pense que tu n'as peut-être pas forcément, enfin, je sais pas si quand tu es jeune et que tu n'as pas la reconnaissance, par exemple, de tes parents ou que tu l'as pas chez tes amis, bah, je pense que tu vas la chercher ailleurs. Bah, ça peut être par exemple sur Internet. Et sur Internet, il suffit d'être utile pour les gens et en fait, tu as de la reconnaissance. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça de l'avoir. Si on se trouve une niche ou un sujet sur lequel on va développer une expertise, si tu deviens la référence sur le sujet, tu vas forcément aider des gens.
Et donc, naturellement, tu vas être content parce que les gens vont se dire, ah ben merci, grâce à toi, j'ai appris ça, j'ai découvert ça. Et donc, c'est une des motivations, enfin, c'est des motivations principales. Et après, vers 18 ans, quand j'ai commencé à gagner les premiers euros, donc là, je crois que ma première paye YouTube, c'était quelque chose comme 10 euros par mois. Là, il y a eu un moment de fierté où je me suis dit, putain, je peux gagner de l'argent grâce à Internet. Parce que du coup, ouais, c'était il y a une époque où c'était il y a 7 8 ans, donc c'était pas si facile que ça de gagner de l'argent sur Internet. Ou en tout cas, avant, tout ce qu'on voyait, c'était faire des sondages rémunérés, c'était faire, enfin, il y avait plein de trucs de scam, enfin, c'était pas aussi clairement mature qu'aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Bah, si un jour je pouvais en vivre, ce serait incroyable. Et du coup, bah, au fur et à mesure, c'est venu au fur et à mesure. Mais ça a été très progressif. Comme moi, ma chaîne, elle a jamais explosé et que j'ai jamais eu un pic de notoriété ou quoi, bah, du coup, c'est devenu tellement lentement que j'ai clairement eu le temps de voir venir. Donc, c'est une transition qui s'est fait naturellement pendant que j'étais au lycée. En fait, bah, pendant que tu es au lycée, t'as pas besoin de gagner de l'argent, t'as pas besoin non plus d'être populaire. Donc, moi, je faisais mes vidéos, mais sans pression, sans me dire, bah, j'ai besoin de ça, quoi. Là, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui serait salarié, qui a une famille ou quoi, qui veut se lancer sur YouTube, bah, par exemple, il va se mettre au chômage, bah, lui, il a un timing. Il a 1 an et demi pour lancer sa chaîne, qu'il en vive. Et en fait, dès le jour 1, il doit commencer à gagner des sous, quoi. Donc moi, j'avais pas du tout cette pression-là. Ça, j'avoue, c'était quand même cool, quoi. Quand t'es jeune, de pas avoir de pression, t'as pas de loyer à payer, t'as pas, tu vois, t'as pas de pression financière, c'est quand même un luxe de fou. Et du Tu vois. coup, qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, du coup, tu passes ton bac, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, tu fais tes études alors que tu vois que tu es en train de, peut-être, ce que je dis à mon fils, je lui dis, bah, si tu bosses maintenant, tu gagneras plus que tes profs pendant tes études, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es motivé à quand même faire tes études? En fait, après 18 ans, bah, tu as quand même la pression des parents. Enfin, tu as la pression des parents, c'est quand même un grand mot, mais tu as quand même le truc de bah, va jusqu'à tes 23 ans, fais tes études sup 5 ans, et ensuite tu verras, tu vois. Et moi, j'étais assez, comment dire, assez scolaire. Donc, quand tu es assez scolaire, je pense que c'est un peu le schéma classique. Du coup, bah, j'ai fait 5 ans d'études à Bordeaux dans le développement informatique. Et du coup, bah, j'ai l'avantage. En fait, au début, je m'étais dit, après 18 ans, j'avais. D'ailleurs, c'est aussi ça où j'étais pas très bien, parce que j'avais. Soit je continuais la poursuite en faisant, par exemple, prépa. Et donc, du coup, c'est de 8 h à 20 h, plus l'école le samedi. Donc, en gros, la semaine, tu fais pas de sport, tu sors pas. Et donc, là, YouTube, bah, c'était un stop complet si je faisais ça. Ou alors, j'allais sur une école privée et j'avais peut-être plus de temps, je pouvais sortir, je pouvais un peu plus profiter. Et donc, j'ai eu la chance de trouver une école qui s'appelle Innov. Et en fait, je pouvais faire des demi-journées. Donc, je pouvais travailler soit le matin et l'après-midi, elle était libre. Ça, c'était tout au long de l'année, pendant les 2 premières années. Et puis ensuite, tu commences l'alternance. En fait, je me suis dit, putain, le format alternance, en fait, je trouve qu'il y avait plusieurs avantages. Premier avantage, le format alternance, c'est que tu travailles, tu es payé. Donc, tu as une expérience professionnelle et en plus, tu es payé pendant que tu fais tes cours. Donc, ça, je trouvais ça déjà trop bien par rapport à la prépa, où là, bah, tu fais que bouffer des cours tout le temps. Et le format demi-journée, je me suis dit, c'est trop bien. Je vais aussi pouvoir continuer à faire du sport, à faire des vidéos. Et donc, en fait, ça, j'ai réussi à allier mes études et du temps suffisant pour faire des vidéos et tout ça. Donc ça, j'avoue, c'était un grand luxe. Je sais pas si c'est, comment dire, commun ou pas, comment dire, pour les étudiants d'avoir des demi-journées. Je pense que c'est rare. Mais bon, voilà, moi, j'ai eu cette chance-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que j'ai pas eu de pression. Et aussi, bah, en gros, dès 18 ans, j'avais mon statut de micro-entrepreneur. J'ai commencé à faire des livraisons Uber Eats et tout ça pour gagner un peu de sous en plus. Et en fait, c'est quand j'ai vu justement que Uber Eats, bah, par exemple, ça me faisait gagner, je sais pas, je crois que c'était autour de 50 60 € par soirée quand j'allais faire des livraisons. Et j'avais fait un moment une vidéo YouTube où je faisais de l'affiliation en parlant d'Uber Eats. Donc en gros, je disais aux gens, bah, si vous voulez vous inscrire par Uber Eats, utilisez mon lien. Et en fait, pendant quelques semaines, donc ça a démarré tout doucement. Et ensuite, au bout de quelques semaines, j'ai fait plus d'argent d'affiliation que de livraison Uber Eats. Alors je me tapais bah, les sorties le soir à vélo, où il pleuvait, il faisait nuit, il faisait froid. Du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter ça et je vais me focaliser plus sur Internet parce que le confort de travailler chez soi, et il est quand même plus, il est là, quoi, tu vois, il y a un vrai confort. Et donc, du coup, cette transition, je l'ai faite à ce moment-là. Du coup, on est à 18, 18, 23 ans. C'est ça. En fait, 18 20 ans, on va dire, c'était la transition Uber Eats où je commençais à faire des petits boulots et je me suis dit, je vais travailler maintenant plus sur Internet vers fin 20 ans, on va dire, à la fin des 20e années. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment je fais pour gagner de l'argent sur Internet à ce moment-là? Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je continuais à faire des vidéos sur le design sur ma chaîne et je faisais 20 30 € de revenus publicitaires et je faisais rien de plus, quoi. Et en fait, à l'époque, enfin, 6 7 ans,
l'économie, l'affiliation, etc. était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, maintenant, enfin, je conseillerais beaucoup aux gens de faire de l'affiliation notamment, ou alors vendre de la formation en ligne. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Et en fait, j'avais un ami qui avait lancé une formation en ligne et qui l'avait vendue sur une plateforme qui s'appelle Udemy. Donc c'est un peu le Amazon des formations en ligne. Et il m'a dit, bah, franchement, essaye et tu vas voir, tu peux gagner des sous, ça peut peut-être te faire 50, 100 euros en plus. Du coup, j'ai fait ça. Le premier mois, j'ai fait 300 euros, puis le mois d'après, j'ai fait 600. Je me suis dit, waouh, ça, c'est trop bien. Le mois d'après, j'ai moins travaillé et j'ai gagné plus. Et en fait, bah, j'ai commencé à me dire, bah, cette plateforme, elle est trop bien. Pendant 2 ans, j'ai poncé la plateforme. Donc, j'ai fait, je crois, une dizaine, une quinzaine de formations dessus. Donc, c'est des formations sur le design, sur comment créer un site web, etc. Et en gros, je suis monté donc de 300 euros vers 1000 euros en moyenne. Mon meilleur mois, ça a été 2000. Donc, c'était une fois 2000. Et puis ensuite, c'était aux alentours de 1000, 1500 euros. Et là, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Je pourrais vivre limite de ce travail-là. Mais bon, je voyais bien qu'il y avait les cotisations sociales. Donc, tu enlèves 22% sur ça. Tu as l'impôt sur le revenu. Bon, là, j'avais pas beaucoup d'impôts vu que j'étais rattaché au foyer fiscal de mes parents. Donc, en gros, j'avais un peu de charges. Donc, je me disais, bon, bah, en gros, j'arrive à sortir allez, 1000 euros net, on va dire, net de frais. J'étais vers 22, 23 ans, j'étais en alternance. Et je me disais, putain, le confort quand même d'être salarié, d'avoir un revenu régulier. Parce qu'en fait, je voyais mes revenus qui montaient. Donc, il y a des revenus qui montent et qui descendent. Donc, c'est quand même un inconfort particulier de te dire quand tu es entrepreneur, tes revenus, ils peuvent faire plus 300%, mais ils peuvent faire aussi moins 90%. Donc ça, c'est pas, enfin, quand tu dépends uniquement de ça, je pense que ça peut être assez stressant. Et donc le fait d'avoir un revenu régulier en étant en apprentissage, je trouvais ça incroyable. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de garder mon apprentissage jusqu'au bout. Et j'ai même fait plus loin puisque du coup j'ai gardé, après j'ai pris le CDI pendant 1 an. Euh, et voilà, après ça c'est un autre sujet, mais du coup ouais, je trouvais que c'était un vrai confort de pouvoir allier à la fois les avantages du salariat, revenu régulier, avoir un cadre de journée aussi du 9h-18h, ça te donne un cadre, et aussi les autres avantages de l'entrepreneuriat, d'avoir des revenus réguliers. Donc, si tu travailles intelligemment, bah, tu peux faire plus de sous. Mais bah, des fois, tu n'as pas de chance et ça fait moins. Et voilà, des fois, c'est des facteurs que tu peux pas maîtriser, quoi. Je sais pas si toi, tu t'es reconnu un peu. Parce que toi aussi, tu as fait cette transition, je crois. Du coup, CDI entrepreneuriat ou tu as fait comment Yes, moi j'ai fait investissement immobilier euh, Ouais. pendant mon salariat quand j'étais travaillé en banque et ensuite je suis passé j'ai quitté le salariat et je suis passé full investisseur entrepreneur. Toi, Et tu étais avec l'immobilier, tu pouvais vivre de l'immobilier 100% à ce moment-là? au moment où au moment où j'ai shifté, oui. Avant, non. Mais surtout, moi j'avais la problématique de gagner très bien ma vie, plus que Ah, mes revenus d'immobilier nets, on va dire. mhm, Parce que j'étais en banque et parce qu'on on est bien gâté au niveau global. mhm, Entre le salaire, le bonus, les avantages d'être en salarié, hein, t'as tout le temps de l'argent qui tombe, quoi. Hein. T'as le participation intéressement, tu as 10 000 12 000 balles qui tombent. mhm. T'es abondé, t'as 2 000 balles en plus. Tu pars en vacances, on te paye 25% de tes vacances. Enfin, bon, il y a certains avantages. Mais à un moment, moi, ce qui a fait la différence, par exemple, c'est le trop grand déphasage avec mes collègues. En fait, j'aimais bien Mhm. mon travail. J'étais et j'arrivais à tout gérer. Euh, le seul truc qui était gênant, c'est que je ne pouvais plus parler à personne à mon travail. Ouais, tu Plus peux plus parler. Parce qu'en les fait, meetings. il y a un gros décalage sur Ouais, le mindset, etc. ouais, c'est ça. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement. C'est moi vraiment ce qui a changé ma vie et ce qu'aujourd'hui ma zone de génie, c'est tout ce qui est autour du développement personnel. Mm. Développer ton mindset et parce que j'ai développé le mien. Et en fait, quand tu développes ça, tu sais, pour moi, c'est comme si tu mets une paire de lunettes différentes. Bah, en fait, si tu retires la paire, tu vois flou, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, au bout d'un moment, quand tu vois flou tout le temps, ça donne mal à la tête. Hein. On va rester dans les images. Et en fait, je mangeais à mon bureau, je me formais. Et en fait, j'étais plus dans le délire. Alors que je l'avais été pendant des années. Moi, j'étais carriériste, j'étais dans pour te dire, hein, j'étais payé à faire une pièce de théâtre à un moment. On avait un théâtre à Paris, la banque où j'étais, c'est une banque de gestion de fortune. J'étais dans un programme de relève de la banque, on était payé à partir en activité, tu vois. Donc Ah ouais. c'était cool, tu vois. Mais à un moment, moi, c'est pas le côté financier, c'est le côté, j'y arrivais plus, quoi. Je leur parlais plus et au bout d'un moment, bah, quand t'es isolé, autant partir, tu vois. Ah, parce que Euh, eux parlent des prochaines vacances, du week-end, etc. Alors toi, tu es plus en mode bah, les projets, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu as envie de faire. Enfin, c'est plus une quête de ouais, sens, on va dire, j'ai envie de dire. alors moi, je suis aussi très vacances et tout, hein, très week-end, très vacances pour le coup.
Mais c'est plus râler sans agir. D'accord, ouais. Le salarié qui ne se bouge pas, il râle mais il agit pas. Il n'est pas augmenté alors il n'est pas content. Hmm. Euh, il a pas été promu alors il n'est pas content. Il n'est pas ceci alors il n'est pas content. Tout est râlé sur l'échelle du dessus. Et ça, au bout d'un moment, en fait, quand tu te rends compte que si tu te développes intellectuellement toi-même, ben, tu es maître de ce que tu mets en place ou de ce que tu ne mets pas en place. Tu Ouais. vois. Et je remercie tous ceux qui nous écoutent. Vous écoutez et après, vous serez maître d'agir ou de pas agir. Vous serez maître d'écouter tous les épisodes de podcast qu'il y a sur la chaîne et de faire une action à chaque émission que vous allez poser, ou alors à chaque fois de reprendre votre train-train et de juste écouter en disant tiens, c'était bien, Axel il est top, Damien c'est top et tout. Hmm. On est tous maîtres à un moment des actions qu'on met en place et de l'effet cumulé de ces actions. Et quand tu as compris ça, ben, je pense que c'est pareil pour toi, mais tu es en indigestion devant ceux qui râlent mais qui bougent jamais leurs fesses. Ouais, si, si, je suis assez d'accord. Moi, j'avoue, c'était pas aussi distinct. Parce qu'après, peut-être que je l'ai pas vécu autant que toi. T'avais combien de temps d'expérience dans la banque? C'était une Ah, quinzaine j'ai d'années? fait 14 ans. 14 ans, ouais, tu vois. Je Je pense suis que si légèrement à un plus moment. âgé. Ouais, c'est clair. Moi, tu vois, j'ai juste fait 1 an de CDI et donc, du coup, 3 ans d'apprentissage. Et c'était pas ça, non, non. En fait, justement, ça se passait trop bien. C'était ça qui était dur. C'est que c'était un peu arrachant de se dire, je vais quitter mon travail parce que je m'entendais bien avec tout le monde. Donc, il y avait une super cohésion. Donc, en gros, dans l'échelle de Maslow, je me sentais vraiment au top. C'est-à-dire que les outils que je développais pour eux, en fait, ça avait un impact direct sur leur qualité de travail. En gros, ça leur faisait gagner du temps tous les jours. Donc, je les voyais, par exemple, passer 2 heures par jour à perdre du temps à copier-coller des trucs. Ben, en gros, l'outil que j'ai fait, ça a remplacé le copier-coller qui leur faisait gagner 2 heures par jour. Donc la qualité de vie pour eux était trop bien. Donc ils me remerciaient tout ça. Donc ça, j'avoue, c'était hyper satisfaisant. Après, bah, l'ambiance était correcte, le salaire était très correct. Enfin, franchement, tout était très bien. Mais après, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, il y a eu de moins en moins de personnes dans l'équipe. Et forcément, le contexte économique fait qu'on, de manière globale, on gagnait moins d'argent. Et donc, comment dire, la qualité des échanges et tout, ils étaient un peu détériorés. En gros, comme tu disais, bah, les gens ont commencé à plus se plaindre qu'avant. Et donc, c'était plus global, quoi. C'était plus effectivement une ambiance, on va dire. Et ça, oui, c'était un peu embêtant. Et aussi, il y avait un autre facteur qui fait que j'avais envie de quitter ce travail. C'était le fait que j'avais comment dire, comment dire, ouais, un effet de levier qui était très faible, quoi. C'est-à-dire que là, les tâches qui me donnaient, enfin, récemment, les dernières tâches qui me donnaient à faire, c'était par exemple, limite, tu vois, c'était presque changer le mot de passe Facebook ou c'était changer le bouton d'une couleur bleue en vert. Et en fait, je savais que ça avait aucun impact business, ça avait aucun impact ni de revenus, ni d'épanouissement de rien. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien que ce que je fais. Et de l'autre côté, je me disais, putain, si je fais une vidéo qui parle de ça, je pourrais apprendre aux gens à faire ci, à faire ça. Donc en fait, c'était un combat de où est-ce que je mettais mon énergie et le temps. Et je me disais, putain, c'est embêtant d'avoir à choisir alors que si j'étais 100% sur YouTube, surtout qu'en plus, c'est ça qui était dur, c'est que YouTube commençait à rémunérer de plus en plus. Et ben, je me dis, putain, mon taf, comment dire, est nul, et en plus, il me rémunère moins bien que ce que je fais sur YouTube. Bon, bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'arrêter, donc j'ai quitté mon travail là en septembre dernier. Et donc là, aujourd'hui, je suis à 100% sur YouTube, donc j'ai plus d'activité, entre guillemets, à faible valeur ajoutée. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais moi-même mes propres tâches chez moi. Donc des fois, il y en a qui sont à faible valeur ajoutée. Des fois, je change aussi la couleur des boutons. Mais aussi, des fois, je fais des vidéos qui peuvent avoir un impact et tout. Donc au moins, je sais, comme tu dis, je suis maître de 100% de mes choix, de ce que je fais. Et alors, c'est à la fois un bonheur, mais c'est aussi à la fois je trouve un peu un supplice parce que des fois, aujourd'hui, tu dois te lever, tu vas te dire, OK, je sais que j'ai ça à faire parce que je m'étais dit que j'allais le faire, mais comme c'est moi qui me le dis, c'est moi le patron, bah, ça se trouve, c'est peut-être pas si important, peut-être que je pourrais attendre la semaine prochaine. Et en fait, en soi, on peut attendre. Et du coup, je trouve que c'est aussi un combat qui est très dur parce qu'en fait, on est à la fois, je trouvais ça vachement intéressant cette figure que donnait Marketing Mania. On est à la fois le maître et l'artisan. Donc le maître, c'est celui qui va décider le plan qu'on va faire. Donc en début de semaine, il va se dire, bon, ben, lundi on fait ça, mardi on fait ça, mercredi on fait ça. On se fait les plans et tout ça, on se fait les to-do list. Et ensuite l'artisan, le moment où il faut le faire, le mardi, le mercredi, le jeudi, et ben en fait, il n'est pas censé remettre en question ce que le maître il a fait. Mais pourtant, il le fait parce que enfin, quand tu es sur la to-do list, tu te dis, mais est-ce que ça c'est vraiment important? En fait, on ne devrait pas se poser la question parce que c'est plus le même rôle. Et en fait, nous, on a ces deux casquettes-là, de la personne qui décide et la personne qui fait. Et je trouve que c'est une grosse balance. Donc toi, je sais pas comment toi tu gères cette balance-là. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu le schéma
Tu vois un peu ce que je veux dire? Yes, alors, je vois. Alors, moi, c'est rythmé par les enfants, en fait. Mm. Je sais que voilà, quand ils sont à l'école, il faut que je bosse. Et quand ils sont là, il faut essayer de moins bosser. Du coup, ça te met un cadre. En fait, les enfants te mettent un cadre. Parce Ok. qu'en fait, c'est tes patrons, c'est les enfants. Euh, non, non, c'est pas ça, c'est que tu veux profiter d'eux. Du coup, Mm. Après, moi, je fais des. Là, je suis rentré de vacances samedi. Là, aujourd'hui, ce matin, c'était tout doux du mois Là, on tourne en janvier. Bah, c'est tout doux du mois de janvier. Point avec ma femme, avec qui on travaille sur nos activités du mois de janvier et quels sont nos objectifs, quelles sont nos tâches à faire. Et là, on se revoit dans quelques jours avec notre planning type pour ce début d'année, notre D'accord. semaine type. Comme ça, Ah, on va essayer de ne pas déborder, sachant que euh, on est des entrepreneurs, des investisseurs, et du coup, on est des personnes qui devront résoudre des problèmes qu'on ne connaît pas encore. mm. Hein, il y a une personne qui est rentrée dans mes programmes ce matin, que j'ai au téléphone, et qui m'a dit, ah, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai dit, bah, félicitations. Tu rentres dans un métier où tu as des paramètres. Tu les traites comme des paramètres, et ces paramètres-là, tu vas mettre une pondération, et tu vas mettre des alternatives, des scénarios un, 2, 3, et tu ne vas faire que ça dans ton parcours d'investisseur, d'entrepreneur. Gérer des aléas, te récompenser quand tu les auras réussis, et des fois te prendre des gros moments de démotivation. Quand tu fais des vidéos YouTube, je suppose que des fois, ça t'est déjà arrivé au moins une fois, ça arrive à tout le monde, de penser que tu ferais la vidéo du siècle, où tu as mis une énergie de malade, où tu as l'impression que tu as tout donné, et pourtant elle fait un flop. Mm. J'ai un pote, Loïc Cardin, qui est un formateur en immobilier, et qui m'avait dit une fois, il avait fait le test, il avait fait une story avec une grosse valeur ajoutée, une grosse pépite. Il m'avait dit, il avait fait que dalle en vue. Il s'était mis avec sa Porsche. Il m'a dit, mais c'est vraiment, il avait fait, je sais plus, il m'a dit, j'avais pété le nombre de vues. Alors que juste avant, il avait fait une story où il avait donné une énorme valeur en immobilier Mm. et il avait fait peu de vues. Donc des fois, c'est ça un entrepreneur, c'est ça un investisseur, c'est ça quelqu'un qui veut accélérer. C'est des aléas, sinon bah, tu es salarié et c'est OK. Tu vois, quand vous nous écoutez, si vous êtes encore salarié, il y a pas de gros mots, il y a pas, c'est has-been le quitter la rat race qu'on entendait avant. C'est soyez heureux, mais ne vous mentez pas. C'est ça qui est important. Soyez heureux sans vous mentir. Si le salarié, c'est bon pour vous, restez salarié, créez votre société à côté. Si c'est pas bon pour vous, eh ben, ayez le courage d'atteindre ce que vous voulez. C'est juste ça. Et c'est ce que tu fais très bien, parce que du coup, tu aurais très bien pu rester salarié et un peu te travestir d'une certaine manière, parce que tu n'étais pas à ton plein potentiel, à ton plein envie. Mais bon, tu avais quand même un salaire qui tombait. On ne t'embêtait pas plus que ça et on te sollicitait pas intellectuellement d'un truc qui te crevait pour plus pouvoir faire YouTube derrière. Ouais. Et non, intellectuellement, tu t'es pas menti à toi-même. Tu dis non, ok, plus j'attends, plus ça va être dur sûrement de quitter. Donc autant que je quitte aujourd'hui. On va parler de la suite. Je crois que pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt positif puisque ça t'a peut-être aussi débloqué quelque chose qui te fait que ton activité est en pleine croissance. Entre la fin du salariat et aujourd'hui, tes revenus, est-ce qu'ils ont, t'as eu une croissance? Est-ce que tu as eu un bien-être supérieur? Comment ça se passe cette transition? Alors, je ne sais pas si ça a augmenté les revenus, parce que les revenus, en gros, moi, l'année dernière, donc en 2020, alors là, avant-dernière, on va dire, en 2022, j'avais fait 65 000 euros de chiffre d'affaires. En 2023, là, je suis passé à 110 000 à peu près. Donc, il y a eu une augmentation. Et en fait, j'ai quitté mon travail mi-2023. Donc, je ne sais pas si c'est en lien ou pas avec la rupture. Moi, je pense que c'est l'activité qui fait que j'avais mis en place des trucs avant. Donc, ça a un effet un Hmm. effet boule de neige. Donc, je pense que comme j'avais travaillé, entre guillemets, intelligemment et que j'avais mis en place ces trucs-là, bah, ça fait que j'ai profité de ça. Je pense pas que le fait d'avoir quitté le travail, ça m'a fait augmenter mes revenus. Et je pense même de manière globale que le fait d'avoir quitté mon travail, ça a baissé ma
productivité de manière globale. Donc pas sur YouTube, mais sur ma productivité globale. Parce qu'en vrai, en gros, en étant salarié, bah, en fait, je devais trouver des solutions parce que je faisais du 9h 18h et faire des vidéos et faire du sport et machin. Et donc du coup, j'étais obligé d'être hyper efficace de devoir compiler tout ça. Là, en quittant le travail, ben là, honnêtement, bah, je me permets de me lever genre à 9h, des fois 10h du matin, parce que des fois je me couche tard, etc. Et ben en fait, je me sens plus relax, mais d'un autre côté, ça me permet aussi de travailler plus sur ma chaîne. Donc en gros, on va dire, je suis moins dense dans ma qualité de travail, mais je travaille plus sur ma chaîne. Et aussi, j'ai remarqué que j'ai l'impression que mon travail n'est pas lié à mes revenus. Donc en fait, ça va dépendre bah, des partenaires que j'ai, est-ce que mes vidéos vont bien marcher, des différents contrats que je signe avec ma partenaire. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit lié directement au temps que j'ai de disponible. Par contre, c'est sûr qu'en termes de qualité de vie, bah, j'ai largement, enfin, ça m'a libéré de fou, quoi. Le fait de pouvoir me dire, bah, si je veux rentrer chez mes parents pendant une semaine, bah, je peux rentrer chez mes parents pendant une semaine, je peux partir en vacances quand je veux. Ça aussi, c'était une grosse qualité, même si dans mon travail avant, j'avais pas besoin non plus de dire, bah, par exemple, j'étais pas, je sais pas, je pense que les personnes qui sont en libéraux, ceux qui sont libéraux, bah, ils peuvent pas dire à leurs patients, bah, moi je vais prendre 3 semaines de vacances et c'est tout, quoi, point barre. Là, aujourd'hui, je peux tout à fait le faire. Et ça, j'avoue, c'est quand même un grand luxe. Là, je vais partir en février pendant 3 semaines. Ben, en gros, j'ai besoin de demander à personne que je pars pendant 3 semaines et je dois rendre de compte à personne. Donc ça, j'avoue, c'est quand même une grosse qualité de vie. Mais bon, après, de l'autre côté, moi, j'aime bien toujours faire la balance entre le pour et le contre. Donc, le pour, c'est quand même une grosse liberté. Le contre, c'est que si tu t'es un peu auto-éduqué en te disant, bah, il faut travailler, etc., bah, des fois, tu vas t'auto-flageller parce que tu vas te dire, tiens, je travaille pas pendant 3 semaines, mais c'est quoi ce bazar? Mon chiffre d'affaires, il va faire diviser par deux. En fait, tu vas te dire, comment dire, j'ai cette chance, donc il faut que je bosse à fond pour en profiter et pour vraiment construire quelque chose de gros. Et en fait, je trouve que c'est dur de faire cette balance entre j'ai la liberté, je dois profiter de la liberté, et j'ai la liberté, j'en profite trop, c'est indécent, je devrais travailler parce que il faut un moment, faudra manger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est faire cette balance-là qui. Ouais, c'est la petite voix qui se dit est-ce que c'est normal que ça tombe si je travaille pas, quoi. Ouais, Euh, c'est dur de le mesurer, parce qu'en fait, quand t'es salarié, c'est facile. Tu te dis, bah, je vais bosser un mois, je vais avoir tant d'euros à la fin du mois, quoi. Mais quand tu es entrepreneur, bah, des fois, tu vas bosser et tu vas rien gagner. Des fois, tu vas pas bosser, tu vas beaucoup gagner. Alors, ça dépend aussi de l'activité qu'on fait. Quand tu es freelance et que tu es développeur freelance, bah, là, c'est le temps que tu y passes. Mais quand tu es infopreneur ou quand tu es youtubeur ou un autre travail comme ça, ou que tu lances un blog ou n'importe quoi, ou que tu fais de l'e-commerce, bah, là, c'est différent, quoi. Donc ça, c'est pas facile, je trouve, à manager. Je trouve que mentalement, c'est pas simple et ouais, franchement, c'est pas simple. Ouais. alors, ça m'arrive à une question. C'est simple, l'entrepreneuriat, alors? Tu le conseilles à tout le monde? Non, non, justement, pour moi, je conseille pas du tout à tout le monde. Et maintenant, je comprends mieux. Au début, quand j'ai commencé justement à faire des vidéos sur Internet et à un peu en gagner et tout ça, j'arrêtais pas de dire aux gens, mais regarde, c'est trop bien. T'imagines tout ce que tu pourrais faire si toi aussi t'étais entrepreneur. Et en fait, j'étais hyper motivé à chauffer les gens pour leur dire, mais toi aussi, fais-le et tout ça. Et en fait, ils me disaient, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et je ne comprenais pas ces gens qui n'étaient pas du tout intéressés, qui mettaient des œillères de ouf. Et maintenant, je les comprends beaucoup plus parce que je sais que c'est des personnes qui ne veulent, enfin, qui veulent avoir leur 8h, 17h, métro, boulot, dodo. Ils sont très contents, ils veulent construire leur famille, ils veulent avoir leur pavillon, leur chien, etc. Et c'est une vie, entre guillemets, sans emmerde. Et ce que je comprends totalement et tout ça. Et plus je suis entrepreneur et plus je comprends que c'est, comme tu dis, gérer les aléas. Le fait d'avoir, je sais pas, t'as un immeuble, bah, tu as des problèmes de toiture, des machins, tout ça. Et ça intervient quand tu dois faire des conférences, des trucs importants et ben, tu dois gérer les deux et c'est très prenant, etc. Et en fait, je pense que si t'as pas. En fait, je pense qu'il faut quand même avoir une très grosse force de se mettre le coup de pied aux fesses et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce qui est dur, je pense que c'est de savoir, tiens, j'ai 10 inputs qui arrivent sur moi, donc j'ai 10 éléments, 10 problèmes, machin. Qu'est-ce que je traite en premier? Combien de temps je vais traiter chaque problème? Et en fait, il faut aussi comprendre que des fois, il y a des problèmes qu'on va pas pouvoir traiter, et donc on va peut-être des fois décevoir des gens parce qu'on avait un truc à faire, mais bon, il y a eu des urgences plus importantes. Et ça, c'est vraiment pas simple à faire ce travail-là. Mais bon, voilà, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, j'imagine, quoi. En fait, c'est marrant parce que j'avais la même chose que toi au début. Moi, c'était en 2017. J'ai lu le livre d'Olivier Roland. Tu dois connaître Olivier Roland? Ah oui, tout le monde n'a pas eu la chance de quitter Ouais. d'arrêter Et
Il est là, tu vois. J'adore faire, tu sais, mes vidéos à côté de ma bibliothèque parce que pour moi, quelque chose qui m'a changé, c'est ça, tu vois. C'est ce patrimoine littéraire qui, pour moi, rentre dans mon cerveau. Et là, c'est ce livre qui est excellent. Et ce patrimoine littéraire, pour moi, c'est quelque chose c'est une valeur inestimable. C'est comme dans nos dormir, mettre en marketing, tu sais, quand les gens font leur déballage, valeur inestimable, valeur inestimable. Moi, je trouve que vraiment, c'est une valeur inestimable, les livres. C'est pour ça que j'ai voulu en écrire un à un moment. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, tu vois, le livre d'Olivier Roland, d'ailleurs, je lui avais dit, tu vois, je lui avais dit, franchement, 25 balles pour ton livre, c'est que dalle, quoi. C'est un livre qui devrait au moins valoir 100 euros. Et en fait, écrire un livre, c'est permettre à n'importe qui de pas avoir un prétexte pour pas se monter en compétence. Hmm. Et j'étais comme toi, quand j'ai lu ce genre de livre, ça m'a fait des shifts. Mais diète médiatique, par exemple, tu vois. Aller sur des choses sur lesquelles tu as de l'influence et arrêter de s'embêter sur des choses qui sont à des milliers de kilomètres de chez toi, qui sont très graves, mais au final, où tu n'as aucun poids. Alors oui, Hmm. c'est grave, oui. Alors ce que je dis, c'est sûrement pas beau socialement et tout, mais la vérité, c'est que si on fait déjà des efforts pour voir ce qui a une influence autour de nous et impacter ça, c'est déjà magnifique. Et au début, j'étais comme toi, j'ai pas compris que moi je change et que les gens changent pas autour de moi. Je dis, c'est pas possible. Si moi je change, tu sais, l'histoire des lunettes tout à l'heure. Moi Ouais. j'ai mis les verres correctifs. Je comprends pas que les gens Et en fait au début tu sais comme le prêtre, tu sais qui veut convertir, convertir, convertir. Tu es dans une phase de conversion. Tu veux convertir tout le monde. Après en fait tu te rends compte de deux choses. Premier, c'est que t'as pas la vérité absolue. On n'a pas la vérité absolue. D'accord? On a la vérité. On a l'impression que c'est la vérité, en tout cas de notre bonheur, mais on n'a pas la vérité absolue. Et deux, c'est peut-être pas le moment. Même si c'était la vérité absolue, bah, c'est peut-être pas le moment pour tout le monde de le passer au même moment. Hmm. OK? Euh, Peut-être 6 mois plus tard, je me suis rendu compte que 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, s'il y a des moments où il y a des gens qui ont changé, qui sont revenus vers moi en me demandant de l'aide quelques années plus tard, parce qu'ils avaient besoin de se moquer d'abord de moi, Hmm. et de voir que ça marchait et de suivre de leur œil. Pour ensuite demander, mais comment t'as fait? Hmm. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui est difficile au début quand tu vois la lumière. C'est vrai que quand tu vois la lumière, tu dis, putain, j'ai lu un livre, je l'applique, ça change ma vie. Tu vois? Par exemple, payer une formation, un accompagnement. Il y a quelques années, jamais de ma vie, j'aurais lâché ma carte bancaire pour un Gus sur Internet que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Jamais de ma vie. Je suis honnête, j'aurais gratté à droite, à gauche, toutes les vidéos YouTube que j'aurais pu, tous les trucs. Jamais j'aurais payé une formation. Maintenant que j'ai compris, ça fait un moment, j'ai compris, en fait, c'est assez simple. Je mise sur ce gars-là, je paye une formation, je hack son cerveau. Mais c'est tellement rentable en temps et en valeur que ça me rapporte que c'est facile. Mais par contre, je me rappelle que jamais de la vie je l'aurais fait avant, il y a quelques années en arrière. Du Ouais, coup, mais j'ai tu vois, assez d'humilité. Quand j'ai des gens qui disent non, mais je sais pas, je dis mais je peux te comprendre parce que j'étais comme toi. Et j'ai mis ce temps-là à me dire, OK, les gens, en fait, on a tous des vies, des chemins de vie différents. Tu sais, quand je forme en immobilier, je me base sur un truc qui est, tout le monde parle de stratégie miracle, les immeubles de rapport, investir dans une petite ville, dans une grande ville, une colocation. Et je trouve que c'est tellement du bullshit parce que si tu connais pas les objectifs personnels de quelqu'un, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Par contre, il y a une stratégie qui est meilleure dans un contexte défini, dans un contexte donné. Et c'est la même chose là, c'est qu'à dans un contexte global, moi quand je fais rentrer quelqu'un, pour rentrer dans mes programmes, c'est toujours sur sélection. Par exemple, si quelqu'un est enceinte ou si un mari a sa femme enceinte, ben, je sais que s'ils sont au début d'une grossesse, ils ont entre la grossesse et les premières années une concentration dans leur vie, un changement énorme dans leur vie, qui fait hmm. que bah, peut-être qu'aller sur une division d'une maison en immeuble avec un PLU à respecter, des contraintes dans tous les sens, alors qu'ils ont un changement radical qui entraîne un divorce sur deux en Île-de-France, qui est l'arrivée d'un enfant, euh, bah, c'est peut-être pas le meilleur moment. Peut-être qu'il vaut mieux aller sur un petit immeuble de rapport. Euh, c'est pas péjoratif quand je dis un petit immeuble de rapport, mais un truc qui est plus cool en gestion ou une longue Un durée, appartement. un truc. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
au fur et à mesure, on apprend en fait que on a le temps. La vie, elle est faite de changements, d'étapes et ce qu'il faut surtout, c'est pas l'inactivité. Hein, c'est pour Mm. ça que je répète, si vous nous écoutez encore, c'est un grand plaisir pour nous. Mais c'est un plus grand plaisir surtout si ça vous permet de faire une action. Une action, un truc, tiens, Axel, il a dit ça. Yes, c'est vrai, je vais le mettre en place. Une action. Parce que si tous les jours de l'année, vous mettez une action, à la fin de l'année, vous avez mis 365 actions. Et comme chaque action va améliorer l'action suivante, en effet cumulé, vous allez transformer votre vie. On le voit, tu as dit un truc qui m'a marqué, Axel. Tu m'as dit aujourd'hui, d'une certaine manière, je travaille peut-être moins qu'avant quand j'étais salarié, mais je me sens d'une certaine manière plus épanoui. J'ai un peu plus de temps. Le temps pour dormir, le temps pour veiller un peu le soir, en fait, le temps pour vivre. Et Mm. c'est comme ça que je le résume avec mes mots. Et moi, je me fais coacher au niveau préparation physique, mentale, parce que je fais du sport à un certain niveau. Et à un moment, je me suis rendu compte que je faisais tout ça. Mon coach m'a dit, mais en fait, tu fais tout ça pour un truc, ta longévité. Au-delà, oui, je veux faire premier. Là, j'ai une compétition, j'ai un championnat d'Europe dans 3 semaines. Je veux gagner. Mais au final, c'est un sport de combat. Peut-être que je perds au premier tour. Mm. Et il m'a dit, au final, ben, je vais vivre pareil. Je vais pas me suicider parce que j'ai perdu au premier tour. Ça arrive. Un jour, on gagne. Un jour, on perd. Par contre, le truc que je vais avoir gagné, c'est ma longévité. Et toi, ce que tu es en train de gagner aujourd'hui, c'est ta longévité. C'est ta sérénité entraîne ta longévité. Et en fait, on vit tous pour quelque chose, c'est vivre. Même quand on ne le sait pas. Même les gens qui se bourrent la gueule tous les week-ends, ils aimeraient vivre longtemps en bonne santé. Ils oublient qu'en mettant de l'éthanol dans leur corps, ça va être compliqué. Mais Mm. d'une manière générale, on veut tous notre longévité. Et en fait, en faisant ton choix, indirectement, ton cerveau, il a travaillé pour toi ta longévité. Parce que ce que tu étais en train de faire, peut-être qu'effectivement, tu travaillais plus, mais tu étais en train de casser la machine. Parce qu'effectivement, à 23 ans, 24 ans, on peut le faire. Moi, je l'ai fait jusqu'à 35 ans. C'est-à-dire que je me levais effectivement. Bah, comment tu fais pour travailler en plus de ton travail de salariat? Tu pousses les murs. Donc, Ouais, tu c'est te ça. lèves plus tôt, tu te couches plus tard et tu prends pas du week-end. Donc, j'accordais une demi-journée à ma famille. Moi qui suis très sur ma famille. Je me levais à 5h30, 6h le matin et le soir, je retravaillais. Bah, à un moment, si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ta santé te rattrape parce que tu pourris de l'intérieur. Donc, indirectement, c'est ton cerveau, en fait, et c'est pas indirectement, c'est parce qu'en fait, je pense que tu es entouré de personnes, en fait, qui, sans le savoir ou en le sachant, ou t'ont orienté là-dessus, en fait. Parce que c'est pas pour rien qu'on fait ces choix-là, et parce qu'en fait, on est la moyenne des personnes qui nous entourent. Hein. Jim Rohn le dit, mais c'est pas une connerie ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand tu t'entoures de certaines personnes, tu peux voir ce qui se passe. Et des fois, ce qui est cool, c'est que quand tu es entouré de certaines personnes avec qui tu n'as pas envie, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais des fois, tu es entouré de certaines personnes que tu ne veux pas devenir. Ouais, carrément. Ben, tu sais ce qu'il ne faut pas faire du coup. Ouais, après, c'est que d'anciens potes, c'est tu suis le lycée, etc. Tu essaies de suivre les personnes au fur et à mesure. Et c'est dur, du coup, de rompre une amitié en disant, bah, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu veux pas vraiment lui dire, je veux pas te ressembler, mais bon, on n'a plus les mêmes valeurs, on n'est plus vraiment alignés, etc. C'est compliqué. Après, naturellement, ça va se faire au fur et à mesure. J'ai remarqué, de toute façon, que par les activités que je fais, si tu vas plus souvent au sport, bah, tu peux moins être dispo pour boire des verres. Quand tu vas bah, plus travailler, bah, tu vas être moins dispo pour faire enfin, ouais, tu fais d'autres sorties. Donc Le ça va se faire clivage, naturellement. le clivage se fait automatiquement. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien m'amuser, mais par exemple, j'ai pas besoin de me bourrer la gueule pour être festif. Mais du coup, les gens qui ont besoin de se bourrer la gueule pour être festif ne comprennent pas que je puisse m'amuser sans me bourrer la gueule. Mm. Et ils ne comprennent pas que je fais attention à ce que je mange. Du coup, ça crée des clivages qui font que ben, tu t'éloignes de certaines personnes parce qu'en fait, il y a une certaine interrogation, on va dire, sur pourquoi tu fais ça alors que moi, j'arrive pas à le faire. Ouais, c'est juste deux modes de vie en fait différents, quoi. C'est juste Ça. bah, qui se ressemblent s'attirent et donc c'est pour ça, c'est naturel. Ap- Après, c'est dans tes anciens, mais ça sera aussi dans tes futurs. Moi, je vois, il y a des gens dans l'entrepreneuriat avec qui j'ai essayé de faire cette moyenne des 5 personnes. Mais pareil,
je ne me retrouve pas. Parce que mes valeurs, en fait, nous, notre force d'être entrepreneur, et ce que je vous souhaite si vous n'êtes pas encore entrepreneur, et c'est pour moi la valeur la plus grande de l'entrepreneuriat, c'est la liberté intellectuelle. On n'a pas la liberté totale, c'est faux ce qu'on vous raconte, parce que déjà parce qu'on aime bosser, donc en fait des fois on est juste dépendant de notre dose de travail qu'on aime faire, on va pas se mentir. Par contre, on a la liberté intellectuelle de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Et, euh, même avec les entrepreneurs, ça a dû t'arriver sûrement. Moi, ça m'est arrivé parce que c'était entrepreneur, j'ai cru que c'était bon pour moi, mais je me suis rendu compte que on n'avait pas du tout la même vision de ce que nous permettait l'entrepreneuriat. Style les bagnoles, le m'as-tu vu, les chichas, le machin, le truc, faire du gras. Alors que moi, l'entrepreneuriat, ma seule liberté, c'est pouvoir me payer un coach, aller à la salle et faire mon sport et profiter de mes enfants. Mm. Je suis très très bas dans la pyramide de Maslow, tu vois. Je suis très, je suis très. La famille, c'est quand même, ouais, c'est quand même assez haut. Alors que, bon, je pense que la Ferrari, elle est pas très haute, à mon avis, dans le. Quoique, après, c'est le besoin de reconnaissance, ça. Donc, c'est Ouais, c'est assez haut. indirect, ouais. Je pense il est assez direct, je pense. Sur la. Ouais. Mais tu vois, ouais, c'est cette liberté-là qui nous est donnée. Et c'est intéressant parce que, et c'est ça que moi, qu'a fait Tilt chez toi quand on s'était rencontrés? Il me dit, tiens, il faut vraiment que je te reçoive sur le podcast. C'est cette maturité que tu arrives à avoir à 24 ans. Et je me rappelle de certaines questions. Tu m'avais posé des questions, bon voilà, parce que j'ai une certaine expertise en finance. Et tu m'avais posé des questions sur les statuts juridiques, le beau moment de statut juridique, la holding. Je me rappelle, tiens, il a l'humilité, alors qu'il pourrait se la raconter, faire-t-il, je le connais alors qu'il connaît pas, comme il y en a plein qui font. Mais il a l'humilité de poser des questions parce qu'il voit qu'en face de lui, il a quelqu'un qui maîtrise ce sujet-là. Et ça, Mm. ça m'avait marqué par rapport à ton âge et par rapport à l'endroit où on était, où où il y avait beaucoup quand même de personnes qui, Fake voilà, it until you make it. Je pense qu'on avait pas mal aussi. voilà, Voilà. Et ouais, ça, c'est un truc qui, pareil, résonne pas du tout en moi, tu vois, le fait de, bah, de montrer, enfin, de faire du show-off, tu vois, le show-off, ça résonne pas du tout. Et ouais, comme tu dis, bah, en fait, même si je vois que c'est un sujet que, comment dire, la personne que je vois, il est peut-être moins pertinent, etc., mais en fait, il y a peut-être une manière d'aborder le sujet différente. Où, et en fait, ça me permet aussi de. Quand, par exemple, j'aime beaucoup aussi discuter avec plein de gens qui sont hyper débutants, et parce qu'en fait, ça me permet de me rappeler, en tout cas, de savoir comment est-ce que eux voient le problème et comment moi je le vois. Est-ce que je le vois encore d'un œil très débutant? Est-ce que je le vois d'un œil intermédiaire? Ou est-ce que je le vois d'un œil avancé? Donc en fait, j'ai ces trois niveaux, on va dire, de lisibilité. Et en fait, Hmm. ben, en fonction à qui je m'adresse, ben, je peux accéder au niveau qui lui correspond. Donc si je peux enfin, si à un moment je discute avec un expert sur un sujet, ben, je vais plus poser des questions d'expert, en tout cas avoir un langage d'expert, alors que si je parle avec un débutant, ben, je vais plus adopter un langage de débutant. Et donc, bah, peu importe le niveau, pour moi, il n'y a pas tu vois, de niveau ou quoi chez les gens. J'essaye d'être ouais, d'être ouvert à comment est-ce que les gens abordent les sujets et ouais, d'être hyper ouvert. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant de discuter avec plein de gens et poser plein de questions. En fait, je préfère être enfin, faire 90% d'écoute pour essayer d'apprendre des choses et 10% de je peux donner de la valeur, etc., expliquer aux gens. Mais moi, je suis plus là pour apprendre et découvrir, tu vois. Et même des fois, je sais que j'ai une très mauvaise mémoire, donc des fois, il y a 90% où je vais écouter, je vais oublier, mais je sais que le fait d'avoir les termes et le fait de me dire, ah, ça me fait réfléchir, et des fois, ça va débloquer des choses, tu vois, indirectement. Donc, je fais confiance sur mon cerveau en mode passif pour que ça débloque des choses. Alors que si tu passes 90% de ton temps à ne pas poser de questions parce que tu es un peu trop, c'est un but de toi-même, bah non, je suis un expert, je vais pas poser des questions parce que je sais comment ça marche, tout ça. Bah, je sais ce que c'est qu'une holding, je sais ce que c'est qu'une SCI. Mais des fois, les gens, ils ont des visions différentes de ça. Et peut-être que toi, dans le secteur bancaire, t'avais vu justement plein de clients qui avaient une manière de faire, un pattern qui était connu. Et donc, bah, juste ça, j'aurais pu, tu vois, apprendre plein de choses. Et donc, c'est pour ça que il n'y a jamais de questions bêtes. Il y a toujours que des. Attends, je sais plus ce que c'est la phrase. Il n'y a pas de questions bêtes. Il y a que des. Ouais, Bon, tu vois le principe, quoi. ouais, je Donc, vois tout à fait, ouais. toujours que poser des questions avec humilité et on apprend de ça, quoi. Yes, tout à fait. Aujourd'hui, tu es un chef d'entreprise. Mm. C'est quoi ton quotidien en tant que chef d'entreprise? Bah, aujourd'hui, mon quotidien, c'est, bah, du coup, vous l'avez compris, de ne pas me lever très tôt.
Non, mais en gros, de me lever autour de 9 heures, d'aller 3-4 fois par semaine au coworking, où là, je vais travailler, du coup, faire toutes mes tâches un peu, faire les mails, préparer les vidéos, donc les scripts, etc., faire les miniatures. En gros, moi, je fais tout. Aujourd'hui, je délègue rien du tout. Donc, les miniatures, le montage, je fais tout seul. Donc, aujourd'hui, mon quotidien, il est quand même très opérationnel. Il est moins stratégique. Donc, j'ai vachement la tête dans le guidon. Et voilà, on va dire que c'est ça. Et j'ai quand même une très grosse place du sport où je place le sport vraiment au centre de ma semaine où je vais quasiment tous les jours faire du CrossFit et je vais faire un peu de course à pied, etc. Et l'idée, c'est que cette année, je vais aussi m'inscrire à des compètes. Donc, un peu comme toi, tu vois, histoire de se mettre des milestones et de se dire, il faut que je me prépare pour quelque chose. Et ça va te motiver, ça va te donner ouais, une étoile du Nord ou vers lequel aller, te donner une direction. Donc, je vais essayer de tendre vers ça. Et aussi récemment, là, ça faisait quelques semaines, quelques mois, où j'étais aussi beaucoup dans la formation, puisque là, je passais l'examen de l'AMF, j'ai aussi passé une formation CIF pour devenir conseiller en investissement financier et une autre formation pour devenir courtier en assurance. Donc, qui sont deux formations qui durent 2 fois 150 heures. Donc, c'était quand même des gros blocs qu'il fallait que je valide donc en faisant de la formation. Donc, déjà, rien que ça a donné pas mal de temps, on va dire, dans le quotidien à se former, à se préparer pour les examens. Donc, une fois que ce sera fait, et bien là, je vais rentrer encore plus dans l'opérationnel, puisque là, je vais être courtier en assurance. Et donc, courtier, c'est devoir faire de la prospection, faire des appels, signer des contrats. Donc là, en fait, le truc qui va vraiment, comment dire, être game changer, ça va être à quel point je vais m'organiser, à quel point je vais me créer des process en me disant, par exemple, le lundi, c'est telle tâche, le mardi, c'est telle tâche, le mercredi, c'est telle tâche. Mais ce qui est dur, et comme tu l'as encore, enfin, on l'a rappelé, c'est justement de faire face aux impondérables. Des fois, on a des trucs à faire le lundi, ce qui fait que ça pousse le programme du lundi au mardi, puis du mardi au mercredi, etc. Donc, ça va être une gestion, je pense, des choses les plus urgentes à faire, qui va être ça le vrai challenge, je pense, de mon quotidien. Donc, aujourd'hui, mon quotidien, ça reste, on va dire, 5-6 heures de travail par jour, du sport, manger, et après, c'est presque j'ai envie de dire, c'est presque du métro boulot dodo que je fais moi-même, quoi. Je sais pas si toi, du coup, ouais, en étant anciennement salarié et maintenant avec ta famille, je pense que tu as dû, tu sais, recréer un peu ton propre salariat en te disant, je bosse de telle heure le matin à telle heure. Donc, je pense la sortie des écoles pour les enfants. Et du coup, tu t'es un peu, tu sais, créé ton propre salariat. Enfin, je dis ça parce que souvent, les gens ils disent, en fait, je peux bosser quand je veux, d'où je veux. Et en fait, au bout d'un moment, les gens, ils ne bossent plus à 22 heures, en fait. Au bout d'un moment, les gens, ils bossent de 9 heures à 16 heures, comme tout le monde, quoi. Alors, après, ça peut dépendre, j'ai envie de te dire, de chacun. Moi, par exemple, j'ai d'abord mes enfants, mon sport, et à partir de ça, je mets mon activité professionnelle autour. Ok. Donc, ça se met, et je ne travaille pas le soir. Ok. Typiquement, le sport, par exemple, toi, c'est pas le soir. Donc, ça peut être, par exemple, le matin ou l'après-midi. Alors moi, c'est généralement jamais le matin, Ouais. euh, parce que comme je dois accompagner mes enfants à l'école, j'ai plusieurs contraintes, si tu veux savoir ma vie, c'est que ma femme refuse que je me lève très tôt le matin, parce que ça la réveille, même si je mets une montre et tout. Sinon, je Ouais. serais allé faire du sport à 6h30 pour être à la maison quand les enfants se réveillent. Euh, donc c'est plutôt soit le midi, prépa physique où je vis dessus, soit le soir, au fin de journée. Et c'est environ six entraînements par semaine. Ok. Et donc, autour de ça, tu cadres, enfin, tu mets le travail, du coup, le matin et l'après-midi. Ah, ouais. Et je travaille pas le week-end. Ok. Et ça À part t'arrive des- de prendre des après-midi off totalement, ou t'arrives quand même à être assez rigide, on va dire, sur bon, là, aujourd'hui, je dois travailler, quoi. Ouais, je vais plutôt prendre toutes les vacances scolaires. Ouais. Et après, les après-midi off, un peu moins. Mais ça dépend si pour faire un petit massage ou un truc avec ma femme, ça peut arriver, mais d'une manière générale, pas trop dans l'année parce qu'en fait, déjà, toutes les 6 semaines, il y a des vacances. Donc, mine de rien, il faut quand même produire des choses. Et on a beau tourner autour du truc, moi, j'aime bien le travailler. Mhm. Donc, Oui, en fait, c'est vrai que si tu te cales sur les vacances scolaires, c'est vrai qu'au final, c'est quand même assez fréquent, enfin, surtout quand tu as des petits enfants. C'est vrai que du coup, toutes les 6 semaines, ça fait des bonnes vacances. Surtout que c'est 2 semaines, je crois, en plus, en ouais. général. Je prends pas toujours les 2 semaines. Des fois, je prends 10 jours. Ça dépend, tu vois. Mais ouais, il y a un truc fondamental qui revient, c'est que j'aime bien travailler, en fait.
Donc, voilà, j'aime bien ça, j'aime bien être posé, j'aime bien être calé, j'aime bien ce qu'on fait là, tu vois, j'aime bien donner de la valeur. Aujourd'hui, moi, ça me fait vibrer de donner de la valeur. Tu vois, se dire que il y a peut-être une personne qui va nous écouter, peut-être plus, mais au moins une personne qui va nous écouter. Peut-être que dans 3 mois, elle nous enverra un message en disant, tiens, ça a changé, ça a été le premier jour de ma décision. Hmm. Ah, je comprends. Ah, ça, ouais, c'est un kiff, quoi. Après, tout le reste, c'est sympa à mettre, hein. Tout ce qu'on met en place est sympa. C'est de l'amélioration continue. Quand je vois comment on se forme quand on est entrepreneur versus salarié, mais en fait, on est tellement des machines à apprendre quand on est entrepreneur. Parce qu'au début, bah, tu fais tout. Après, tu délègues une partie, tu refais. Et tout le temps, il faut se remettre à niveau. C'est quand même super épanouissant, fatigant, hein, Hmm. fatigant à certains moments, mais épanouissant. Il y a du stress, mais il y a de l'épanouissement. Euh, Axel, c'est quoi ta meilleure compétence? Ma meilleure compétence, bah, je pense que Réussir c'est dans le poste d'entrepreneur, ouais. ouais, je pense que ce serait de bah, je pense que c'est un peu un tout, mais je dirais que ma compétence principale, je pense que c'est plus le côté social. Donc, c'est d'aller vers les gens, discuter et en fait donner de l'énergie, de la bonne humeur. Et je pense que là où je vais avoir un peu ma zone de génie, on va dire, c'est quand j'ai un sujet que je maîtrise bien, où je connais bien le sujet, bah, c'est de l'enseigner. Donc, c'est de l'enseigner avec de la bonne humeur, du sourire, le fait d'être content et aussi de donner de l'énergie dans ce qu'on enseigne. Parce que des fois, quand je discute, par exemple, avec mon expert comptable qui essaie de m'expliquer des choses, bon, en fait, il va parler un peu comme ça et on comprend rien parce qu'il parle. En fait, il est blasé de son travail, on dirait limite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens ils expliquent en donnant de l'énergie, en donnant de la pêche, du fun et tout ça. Il y a notamment un gars en fait, je trouve qu'il fait exactement. En fait, j'aimerais vraiment être son copycat, mais bon, faut éviter de non plus trop copier. C'est un gars qui s'appelle Florian Charpentier, qui a un blog qui s'appelle La Micro by Flo, qui parle de la micro-entreprise. Et lui, il le fait avec une telle, comment dire, avec une telle énergie, une telle bonne humeur, etc. Il fait de la blague dans tout ce qu'il dit. Enfin, franchement, c'est juste génial. Et je me dis, putain, en fait, c'est comme ça que je veux enseigner, c'est comme ça que je veux que les gens me voient. Et donc, je pense que je suis comme moi, je suis. Donc, je suis un peu entre deux sur ça. Mais ça, je pense que c'est un peu ma force, c'est d'expliquer avec bienveillance et tout ça, quoi. Voilà. Est-ce que toi, c'était quelque chose que toi, tu ressentais ou est-ce que tu aurais vu autre chose de moi? Comment dire, par rapport à ce que je dégage sur Internet, etc., est-ce que toi, tu aurais vu quelque chose de différent? Alors, pour moi, là-dessus, c'est une bonne question que tu poses. Et je pense que c'est le fait qu'on puisse. Quelqu'un qui va regarder tes vidéos, il peut vraiment s'identifier à ce que tu fais. Hmm. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes sur Internet qui se la pètent, quoi. C'est-à-dire, on va pas. Enfin, voilà, moi, je suis pas langue de bois, je suis pas là pour. En fait, on voit beaucoup de personnes, on a l'impression que c'est des fusées sur la Lune. Hashtag Dubaï, hashtag machin, hashtag Lambeau, hashtag on va tous crever au même endroit, dans un cimetière, dans une tombe, donc on va se faire cramer à la fin, incinérer. Donc, euh, et ce que j'aime bien avec toi, et c'est pour ça que ça matche bien et qu'on s'entend bien, c'est que c'est cool, c'est simple. C'est-à-dire que t'es pas là pour complexifier la chose pour montrer que c'est compliqué. Tu es là pour la simplifier réellement. Pas tu dis que c'est simple, mais tu Hmm. fais style c'est compliqué et tu te la pètes, comme il y en a pas mal qui font. Non, tu dis que c'est simple, mais tu montres que c'est simple. Hmm. Et tu ouvres réellement le capot. C'est-à-dire, les amis, j'ai investi dans l'immobilier, mais j'ai eu une fuite, ça me coûte 40 000 euros, c'est la merde. C'est ça. Tu vois. Et Ouais. c'est pas, non, alors j'ai fait ça, mais il y a ça, mais j'en suis à 25 000 immeubles et tout. Alors que c'est pas forcément ce que les gens ils veulent entendre. Et les gens ils veulent entendre la vérité. C'est ce qu'on a, ce qu'on Hmm. est, ce qu'on a et ce qu'on est. Et ça, c'est pour moi ta compétence. S'il y a une compétence parce que tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas faire des rencontres, s'il y a une compétence là-dessus qu'il faut pas que tu lâches, c'est cette authenticité-là. Savoir que, bah, effectivement, c'est, tes valeurs primaires ne doivent pas, doivent rester intègres, quelles que soient les rencontres et l'évolution qu'il va y avoir dans ton business, dans tes finances. Tu auras tout gagné. Et c'est ça, pour moi, ta meilleure compétence aujourd'hui et celle qui marche, c'est sûr sur YouTube parce qu'on peut pas tricher là-dessus. Tu vois. Euh, alors, ça plaira pas à tout le monde parce qu'il y en a qui veulent voir des villas de luxe, il y en a qui veulent voir du bling-bling, mais ça plaira à l'audience que tu auras et qui t'appréciera pour cette partie-là. Ouais, totalement. Mais tu fais bien de ressoulever le côté transparence, parce que c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'appuie de ouf. Donc ouais, carrément.
Et pour toi, tu dirais que ce serait quoi bah, du coup, ton unfair advantage, on va dire, enfin, tu vois, la caractéristique clé de toi, quoi. Moi, à mon niveau, euh, c'est euh, c'est mon authenticité. Et Mhm. j'ai envie de te dire euh, ma coolitude. C'est-à-dire que euh, peu de choses m'importent, hormis ma famille nucléaire, donc ma femme et mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai trouvé juste mon leitmotiv qui est d'aider les gens à ce qu'ils aient la même richesse que je peux avoir, Mhm. autant au niveau santé spirituelle, sport, famille et effectivement aussi compte bancaire. Ouais. Parce que quand on est con, mais quand on est bien, je voyais un truc qui était passé sur Instagram qui était vraiment pas mal. En gros, si tu as de l'argent fait pas le bonheur, mais que c'est quand même un peu le gasoil. C'est-à-dire que si tu es tout seul, tu es tout seul. Si tu es en famille, mais qu'en plus tu as de l'argent, c'est quand même mieux pour tout le monde. Ouais, ça, c'est un exhausteur, en fait. Genre, par exemple, Voilà, si t'es un con pauvre, bah, tu seras un très gros con riche, tu vois. Je pense que ce sera un peu. Genre, si t'es une bonne personne, par exemple, bah, tu auras tendance à arroser plus les gens parce que tu seras plus généreux, etc. En fait, l'argent, je pense que c'est un multiplicateur, quoi. Donc, c'est ça. de bonheur, de santé, de tout, quoi. Tu peux pas t'acheter les choses essentielles avec de l'argent, qui sont avoir un enfant, par exemple. C'est-à-dire que malheureusement, si t'as pas la chance de pouvoir avoir un enfant, ce qui arrive malheureusement à beaucoup de couples, tu peux pas te l'acheter avec de l'argent. Il faut remettre ça dans un contexte. Il y a des choses qu'on peut pas acheter. Par contre, quand tu as la chance d'avoir certaines choses, l'argent, ça améliore tout simplement. Ça te procure pas le bonheur primaire de donner la vie, par exemple. Mais par contre, ça va t'améliorer les choses au quotidien. Tu vois, moi, je suis contre le langue de bois et j'essaye de mettre ça en place. Et c'est du coup pour répondre à ta question. Au début, je me disais, qu'est-ce que je fais? Tout le monde est bling-bling sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat et tout. Je vais faire pareil. Et après, à un moment, je me dis, mais non, je vais faire ce que je suis. Pas comme ça. C'est-à-dire que hier, mon fils me demandait, mais papa, si tu gagnais plus d'argent, t'achèterais quoi? Et je lui dis, bah, rien de plus, en fait. Rien de plus. Et toi, je lui dis. Il m'a dit, ah, mais ce pull-là, bon, les chaussures, je ne mettrais pas plus de 400 euros et tout. Je dis, mais, je lui dis, t'as le droit, je te juge pas, mais moi, ça me rendra pas plus heureux, en fait. Hmm. Et c'est ça qui aujourd'hui transparaît. Toi, j'avais des appels ce matin de candidature et je leur demande toujours pourquoi moi? Pourquoi moi? Ils disent, parce que tu donnes la sincérité. Et il y D'accord. en a qui m'a dit ce matin, c'était beau, il m'a dit, ça se voit dans les yeux de la personne. Donc voilà. C'est, Ok. Bah, c'est trop bien. Si en plus les prospects te le disent, c'est que bah, justement c'est pour ça que je t'ai posé la question parce que du coup c'est bien de savoir comment toi tu te définis, mais comment aussi les autres te voient avec ce que tu dégages, quoi. c'est important de leur demander d'ailleurs. Ouais, de fou. Et du coup, si on va à l'opposé, du coup, je vais préparer la réponse parce que je sens que tu vas me la poser aussi. Aujourd'hui, c'est l'interview, l'arroseur arrosé. Quel est le défaut que tu as le plus de mal à gommer au quotidien? Waouh, ça c'est dur. Je dirais que le défaut le plus dur, c'est la procrastination. Parce que je pourrais dire perfectionniste, mais en soi, tu peux être perfectionniste. Si tu es très efficace, tu peux être perfectionniste et tu vas avancer. Mais je pense que le plus dur, c'est la procrastination. Et franchement, aujourd'hui, il y a des trucs qui me font péter des câbles, mais ils sont trop forts. Bah, les TikTok, Instagram, etc. Honnêtement, ils sont trop forts. Ils arrivent à te mettre une petite pastille rouge là, donc tu as envie de cliquer, tu as la petite notif, machin. Et du coup, tu te retrouves sur les toilettes pendant une demi-heure à scroller. Enfin, c'est une catastrophe. Et franchement, ils sont trop forts. Et bah, je pense que s'ils n'engagent pas des ingénieurs en psychologie, etc., pour te faire des interfaces aussi puissantes. Et le problème, c'est que du coup, on devient hyper addictif. Et je sens que bah, franchement, en fait, depuis l'apparition des formats courts, depuis, je sais pas, je dirais 2 ans, 3 ans et quelques, j'ai ma capacité à être concentré qui a vraiment pas chuté, mais qui a vraiment bien baissé. Et justement, je me sens accro en plus. Donc, en plus, je me sens moins vif intellectuellement sur ces sujets-là. Et en plus, je me sens accro à ce truc-là. Et ça, je sais que ça a un impact direct sur ma procrastination parce qu'à un moment, j'avais désinstallé les applis et bah, c'était hyper efficace puisque du coup, j'avais rien d'autre à faire. Donc, je faisais bah, tout autre chose. Donc, je regardais des formats longs sur YouTube ou sinon, je commençais à travailler.
Et du coup, ce que j'ai fait et ce qui m'a aidé à pallier ça, bah, c'était du coup supprimer les applications. Bah, du coup, hein, TikTok, ça j'ai supprimé. Instagram, malheureusement, comme on s'en sert aussi comme une messagerie et que j'ai besoin de répondre à des messages, bah, du coup, je le reste installé. Et donc, on est à un clic de voir des vidéos courtes avec des chats qui tombent et tout ça. Donc, bon, c'est dur à enlever. Et un autre truc aussi que j'ai fait qui m'a bien aidé, c'est il y a plein d'extensions Chrome qui permettent de supprimer les feeds. Et donc, une extension Chrome qui permet de faire supprimer les feeds de Twitter, les feeds YouTube. Ça aussi, ça a été hyper utile. Quand on regarde une vidéo sur YouTube, moi j'ai une extension bloc YouTube ou un truc comme ça. Et en gros, ça affiche, enfin, ça masque toutes les vidéos qui sont suggérées. En gros, on n'a que la recherche YouTube. Donc, on ne peut faire qu'une recherche et voir une vidéo. Et quand on voit une vidéo, on n'a pas les suggestions, on n'a pas les autres vidéos. Donc, ça, c'est en termes d'efficacité, c'est trop bien parce qu'en fait, on a un clic droit, on le met dans l'onglet à regarder plus tard, on le regarde et ensuite on perd une demi-heure comme ça. Donc ça, c'était un gros gain de temps. Donc en même temps, voilà, je te donne mes petites astuces. Mais bon, ça, j'en reste quand même très, comment dire, j'en souffre encore beaucoup de cette procrastination. Et c'est dur, mais je sais que ça va se faire avec le temps et pareil, en fait, je pense que ce sera par la contrainte que je vais du coup réussir à résoudre ce problème. Genre, plus je vais avoir de tâches à faire, plus je vais avoir de gens qui vont me solliciter, plus je vais me dire, mais en fait, aujourd'hui, je suis obligé de taffer. En fait, je suis forcé de le faire. Parce que si je n'ai pas de contrainte, ben, c'est là où tu te dis, bah, aujourd'hui, c'est tranquille, je le ferai demain. Et c'est là où moi, j'ai du mal à faire la tâche tout de suite, quoi. Je sais pas si toi, tu as, ce même ressenti que moi sur la première. Du coup, non, peut-être pas, parce que toi, comme tu me disais, toi, t'aimes le travail, t'aimes faire ce que tu fais, donc tu ressens pas forcément ce truc de remettre à plus tard, etc. Alors, ça dépend. Il y a certaines tâches, style tout ce qui est autour de la comptabilité et tout, qui me gavent au plus haut point. Donc, tu vois, il y a toujours des tâches que je vais repousser. Après, je suis quelqu'un d'assez discipliné là-dessus. Donc, si je note, je fais, tu vois. Je note, je fais. D'une manière générale. Après, ce que tu pourrais essayer, c'est, OK, teste le fait d'être endurant à rien faire. Et Et, regarde ce ouais, que ça fait. mais j'ai essayé et ça marche bien. C'est-à-dire qu'en gros, je ne fais rien. Et c'est ça le plus dur, c'est que des fois, je suis dans mon lit tout un dimanche entier et je me dis, bah après, on est dimanche aussi, donc il faudrait aussi se faire, enfin, ne rien faire. Mais entre dimanche et regarder des vidéos qui servent à rien, en fait, c'est que c'est quand je vois la valeur à faire rien, je me dis, bah, j'ai autant à que ce soit intéressant pour les gens ou que ça aide quelqu'un, etc. Donc après, quand il fait beau, que je peux faire du sport, bah, ça c'est cool. Mais c'est vrai que c'est le côté, les réseaux sociaux, je trouve ça, c'est vraiment une plaie quoi, pour moi. Et pourtant, je reste accro, tu vois, ils sont trop forts. Après, est-ce que scroller pendant 2 heures le dimanche, en fait, est-ce que parce qu'on a dit que c'était pas bon, c'est réellement pas bon? Ou est-ce que c'est comme, tu sais, les ayatollahs, là, les mecs, je vois pas mal de personnes, ouais, jette ton abonnement de Netflix, c'est une perte de temps de regarder une série, mais what the fuck, va te faire voir. C'est-à-dire que euh, qui tu es pour juger que regarder un film sur Netflix, c'est une perte de temps? Tu es Mm. qui pour me dire ça? Tu vois, peut-être bah, scroller 2 heures sur les toilettes à regarder des vidéos, c'est pas effectivement si on est sur une rationalité totale de la gestion du temps, efficacité, machin et tout, c'est pas top. Mais est-ce que ça t'a procuré du bonheur Bah, c'est sur le ça. moment? Bah ouais, c'est ça, c'est que j'aime bien. Mais le truc que j'aime pas trop, c'est parce que je me dis, j'aime bien, mais j'ai des trucs à faire. C'est ça, en fait, qui m'embête. C'est si autant je me dis, vas-y, je suis à l'heure dans tout ce que je dois faire et dans mes deadlines, ça me dérange pas. Mais c'est que du coup, je prends du plaisir à faire ça plutôt que faire des choses que je devrais faire. Et c'est là Ah où, oui. là où le bas Ouais. blesse, quoi, on va dire. Dans ces cas-là, récompense-toi. Tu fais ça, donc tu as gagné une demi-heure à scroller. Ouais, Et c'est là, ça. du coup, ton cerveau, il va pas le voir de la même manière. Tu vas pas prendre sur... Parce qu'en fait, le souci de faire ce que tu fais dans ce sens-là, c'est que tu manges ta jauge de volonté. Mm. Ça veut dire que, en fait, on sait qu'on a un truc à faire, mais on veut pas le faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On le fait pas quand même, mais on sait que c'est pas bien. Du coup, on se met dans un inconfort et on Totalement. baisse sa jauge de volonté. Résultat, le reste de sa journée, on n'arrive pas à travailler. Ouais, totalement. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a loupé? On a loupé cette action, cette action, cette action. Ben, le lendemain matin, quoi qu'il arrive, c'est les premières actions que tu vas mettre en place. Tu les as fait, tu peux décharger pendant une demi-heure. Et tu Mm. vois, du coup, parce que le lendemain matin, il y a une nuit qui est passée, donc le buffer de volonté, il s'est réinitialisé. Tu commences par ces actions-là, du coup, ta jauge de volonté, elle reste haut à la fin de tes 3 premières actions. Et c'est comme ça que par petit effet cumulé, tu améliores en fait ta productivité. Ouais. Tu vois, on peut avoir des petits hacks comme ça qui permettent de,
En fait, il ne faut des fois pas que ça passe par le cerveau. Oui, ça, il faut. Mais en fait, c'est ça aussi, j'avais vu un truc qui était hyper intéressant, que j'arrive à mettre plus ou moins en place, mais en fait, il disait que la procrastination, c'est toujours une affaire de choix. Et en fait, le choix, c'est travailler vs aller scroller sur TikTok. Mais par exemple, un hack hyper utile pour ça, c'est le fait, par exemple, de pas avoir ton téléphone, ou alors d'éteindre ton téléphone, ou alors de le mettre dans une autre pièce, ou alors que quelqu'un te le prenne, par exemple. Et du coup, le choix, c'est travailler ou s'ennuyer. Bah, du coup, là où tu vas être le plus épanoui, etc., ce sera de travailler. Et en gros, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, tu as toujours une tâche que tu ne veux pas faire, mais si tu arrives à faire la dualité avec un autre choix qui sera moins bien que ça, bah, tu vas vouloir faire cette tâche. Genre, par exemple, la comptabilité, ça te fait suer, mais si tu te dis, je sais pas, c'est soit ça, soit je dois discuter avec mon voisin qui arrête pas de me parler de ses problèmes et ça me saoule quand il me parle, et ben tu vas vouloir faire ta comptabilité, tu vois. Et je trouvais ça hyper intéressant comme manière de penser. Sauf que du coup, bah, moi, j'ai mon téléphone qui est allumé, qui est à côté de moi. Donc ça, parce que j'ai pas encore fait ce truc-là. Yes, tout à fait. Mais on peut aussi se dire que c'est pas grave, en Ouais. fait. Tu vois, c'est deux choses qui sont c'est un autre niveau. De dire, OK, c'est OK. C'est OK d'aller procrastiner un petit peu. C'est OK de cramer du temps à faire ceci, à faire cela. Tu vois, on est Mm. dimanche. Moi, je reste dans mon lit à regarder le téléphone. Bah, je sais qu'en soi, il y a peut-être des choses différentes que je peux faire. Mais est-ce que je suis en train de prendre un petit plaisir à regarder ça? Dire, oh ouais, ça me fait rigoler. En fait, du coup, je suis en train de sécréter une hormone du plaisir qui est intéressante, qui va me permettre peut-être de régénérer certaines cellules. Et en fait, à la fin, bah, je m'évite un cancer dans 15 ans parce que Mm. je me serais mis des bonnes choses. Alors que si je me tape tout le temps la tête contre le mur parce que je suis une grosse merde, parce que j'ai scrollé, parce que bah, en fait, c'est là que ça fait l'effet inverse. Tu l'as fait quand même, mais tu veux pas l'admettre. En fait, il vaut mieux l'admettre, mais savoir qu'il y a des moments pour le faire et des moments pour pas le faire, tu vois. Moi, je suis Mm. plutôt dans ce sens-là. Des fois, je me dis, avant, j'étais un ayatollah du truc, tu vois, c'est-à-dire, c'est discipline, discipline, miracle morning, machin et tout. Je me suis rendu compte que moi, quand je me réveille trop tôt le matin, je suis fatigué. Bah, en fait, du coup, je me réveille plus tard. Ouais. Et après, ça va être mieux aussi en termes de qualité, quoi. Tu te dis, t'es heureux d'être en Ah, forme. ça. Après, on répare chaque chose. J'ai vu que tu avais, je pense, la Oura Ring. Ouais, tout à fait. Tu vois, j'ai la même que toi. Et enfin, la même que toi. J'ai le même mécanisme d'Oura. Et en fait, pourquoi j'ai pris ça, moi, c'est parce que je voulais timer étudier mon sommeil, analyser mon sommeil. Je trouvais que Mm. j'avais un sommeil moyen. Et du coup, bah, je regarde comment ça se passe, je regarde combien d'heures j'ai besoin pour pouvoir récupérer et tout. Et en fait, on apprend à se connaître. Et c'est pour ça que procrastiner, ça fait partie sûrement de ton mécanisme de récupération. Après, il faut juste pas le faire à fond. Mais c'est pas fort. Ça fait partie aujourd'hui peut-être que ça fait partie de ton équilibre, tu vois. Mm. Euh, Ouais, c'est ça, c'est ça. Que- un petit sujet que j'ai vu là en préparant l'interview, c'est dur d'avoir une copine quand on est entrepreneur. Ouais, ouais. Bah, c'est un sujet que les gens, on n'aborde pas du tout, hein, mais je trouve que c'est très vrai. Je vais redévelopper un peu le sujet, mais en gros, je trouve que quand tu es entrepreneur, surtout quand tu es un peu dans le business en ligne, etc., et que tu bosses souvent de chez toi, dans un coworking ou dans un endroit où tu vois pas trop de monde, et bien justement, c'est le problème, c'est qu'en gros, t'as pas de collègues, t'as pas de cercle social qui se crée. Et donc, le cercle social, si tu vas pas au sport, si tu vas pas dans un coworking, si tu fais pas les trucs de base, voilà, et ben en gros, tu rencontres personne dans ta journée, quoi. Et en gros, j'ai fait ce calcul assez simple, c'est de savoir, ben, en gros, par mois, combien de nouvelles personnes je rencontre ben, dans le mois, tout simplement. Donc, c'était avant quand j'étais salarié. Donc, je rencontrais bah, X personnes, par exemple. Et en gros, depuis que je suis entrepreneur, et ben, en gros, je rencontre bah, encore moins de personnes. Et si je maintiens pas bah, le sport, justement, le fait de sortir à des soirées, d'aller à des anniversaires, et ben, sinon, bah, tu rencontres personne, quoi. Et je trouve, donc ça, c'est le premier point. C'est plutôt une question de, pas de fatalité, mais plus de causalité. C'est, bah, je rencontre moins de personnes, donc forcément, je vais moins pécho parce qu'il y a moins de personnes, quoi, entre guillemets. Et ensuite, c'est quand tu discutes avec les personnes, avec les gens,
bah, il faut que aussi ton métier les intéresse, etc. Et j'ai remarqué que les métiers de l'entrepreneuriat, ça n'intéresse mais vraiment personne. Bah, justement, bah, il y a des gens, ils aiment bien leur routine, etc. Donc c'est difficile de les convertir en effet. Mais même pour les filles, après, c'est plus un constat que j'ai pu faire personnellement, donc peut-être que d'autres personnes auront des expériences différentes. Mais c'est vrai que quand je leur dis, ah, je suis entrepreneur, voilà, j'ai ma boîte, machin et tout ça, ça fait pas frétiller, c'est pas du tout intéressant pour les gens. Je pense que je pense que les personnes sont plus attirées, par exemple, par le statut social. Donc, par exemple, je suis PDG de telle boîte, machin, j'ai tel statut, etc. Ou alors j'ai une grosse bagnole, voilà. Ça, je pense que les filles sont peut-être plus réactives. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que les filles n'étaient pas du tout attirées par le côté entrepreneurial, liberté. Ça pourrait se dire, ah, trop bien, il a tout le temps pour sortir, faire des sorties, faire ce qu'il veut dans la vie, tout ça. Et ça marche pas du tout. Donc, ouais, j'avoue, ça a pas. Alors, c'est un sujet intéressant. On va passer on va voir parce qu'effectivement, l'épanouissement global de l'entrepreneur que vous serez, si vous nous écoutez, vous n'êtes pas encore. Bah, c'est aussi ça, c'est la vie globale. Juste si vous êtes encore là, à ce moment-là, mettez en commentaire le mot entrepreneur. Ça nous montrera que qui est encore là à ce moment de l'interview et est resté. Mettez le mot entrepreneur. Alors, mon cher Axel, par rapport à ça, euh, je pense qu'en fait, parce que tu as parlé des femmes, alors est-ce que les femmes, parce que je voudrais pas avoir de problème sur la chaîne, est-ce que les femmes sont vraiment attirées que par la belle voiture? Je pense qu'en fait, les femmes, elles sont attirées, tout comme les hommes, par la personne et pas par la qualité. Mais comme tu te définis par ta qualité et pas par ta personne, du coup, c'est difficile pour la personne qui est en face de te définir pour ta personne. C'est-à-dire que moi, quand je me présente, je dis même pas que j'ai une entreprise. Tu vois, je parle pas forcément de ça tout de suite. Je parle en fait, je parle de certaines entre guillemets banalités pour déjà voir si ça va marcher, si on s'entend, pour pour aller rigoler sur certains sujets qui sont du quotidien, pour ensuite amener à ta qualité. Tu n'es pas un chef d'entreprise, enfin, dans ma logique, tu es Axel, Hmm. qui, une partie de sa vie, est chef d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Euh, Bah, alors justement, bah, en fait, c'est une bonne question parce que quand par exemple, on te pose la question comment tu te définirais, bah, souvent les gens vont se définir comme je m'appelle telle personne, je viens de telle ville, etc. Et bah, moi, je pense quand on se définit, c'est plus un ensemble de caractéristiques. Et moi, j'avoue, je fais plus partie du groupe des gens qui pensent que bah, en fait, on est ce qu'on fait et pas ce qu'on dit. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien me définir par ce que j'ai fait ou ce que je fais comme activité, etc. Parce que c'est comme ça que je me décris, en fait. C'est mon caractère, moi, je pense qu'il se retranscrit dans mes actions. Parce que, par exemple, si je prends une action de partir en vacances, etc., ça montre que je suis entreprenant ou que, tu vois, je suis un peu sociable, si je veux discuter avec les gens, etc. Et moi, je crois plus en ce que les gens font que en ce qu'ils disent. Et c'est pour ça, tu vois, que je me décris par qui je suis, enfin, par qui je suis en disant ce que je fais. Et J'étais allé à un séminaire de Matt Piccinini, je ouais. crois. Il disait un truc très vrai. Je suis pas toujours d'accord sur tout, mais j'aime bien ça, j'aime bien le gars. Il disait un truc très vrai entre la femme et l'homme. Et au même moment, je reçois un texto de ma femme. C'est que nous, par exemple, on a un truc à dire, enfin nous, l'homme a un truc à dire à la femme d'une manière générale. Mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais d'une manière générale, l'homme, il est direct. Euh, Ça, j'aime pas chez toi. La femme, elle va te mettre des indices Mm. pour te donner. Et au même moment, je reçois la colonne d'une armoire dans ma salle de bain. Au moment où il parle de ça, j'étais pas avec ma femme. Et là, je lui dis, c'est quoi ça? C'est quoi? Et en fait, elle m'avait mis la colonne pour que je reconnaisse qu'à un endroit, j'avais oublié de mettre mon alliance. Ah ouais, pff, là, c'est. Alors que moi, si tu me dis ça, bah, je lui dis, mais dis-moi juste, t'as oublié de mettre ton alliance, ça me fait de la peine. Ouais, c'est ça. J'aime pas mettre l'alliance et tout, enfin bref, c'est un autre sujet. Je trouve qu'on c'est bagué comme les oiseaux, tu sais. Mais bon, c'est pas grave, je le fais par amour, pour faire plaisir. Et du coup, en fait, quand on n'a pas, et ça c'est vrai, hein, enfin, je suis pas un expert du couple là-dessus, mais on n'a pas le même cerveau. Donc ce que toi tu penses n'est pas ce que pense forcément la gente féminine, parce qu'on a un cerveau qui est différent. Ouais. Euh,
Donc, C'est pareil, donc, voilà. c'est ça qui est encore plus dur. Bah, déjà, t'as le fait que c'est dur, déjà, de manière globale, de séduire. On le sait, c'est pas si simple que ça. Et encore moins, je trouve, dans l'entrepreneuriat, parce que tu rencontres moins de gens, tu vois. Moi, je me souviens quand j'étais dans mes études, bah, je faisais des soirées, c'était quasiment toutes les semaines. En fait, la quantité de personnes que tu rencontres à la semaine ou au mois, elle est bien plus élevée. Et donc, la probabilité que tu tombes sur une personne avec qui tu as des affinités, elle est plus élevée aussi. Et aussi parce que bah, les gens sont dans le même âge, ils vont fréquenter bah, souvent la même école, donc la même chose Mm. que tu fais. Alors que quand, par exemple, tu rencontres juste la personne. Alors, le sport, je trouve que c'est différent parce que le sport, tu as quand même. Souvent, le sport, c'est quand même très central dans la vie des gens. Donc, si tu rencontres des gens via le sport, je trouve que tu peux quand même avoir plein de points communs. C'est pareil avec le travail. Avec le travail, tu as quand même plein de points communs de manière globale avec les gens. Mais tu enlèves le sport et le travail et que tu rencontres des gens dans un bar, par exemple, bah, franchement, c'est dur de trouver des gens avec qui ça matche bien parce que c'est des gens de tous bords, de tout type de métier et qui vont pas. Enfin, je pense que c'est plus dur, quoi. Je sais pas, toi, tes potes entrepreneurs, comment est-ce qu'ils font peut-être d'ailleurs qui sont peut-être un peu plus âgés avec la trentaine passée. Comment est-ce qu'eux, ils font pour trouver chaussures à leurs pieds, justement Alors, moi, dans l'entrepreneuriat, j'ai pas beaucoup de potes, en toute transparence, parce que moi, je suis dans le business en ligne et tout. Et en toute honnêteté et humilité, je me reconnais pas dans beaucoup de monde. J'ai pas le même ikigai que Ok. beaucoup de monde dans ce truc-là. Je te redis mes trucs de base. Et du coup, je suis souvent déçu par les essais que je tente de rapprochement. Maintenant, c'est des personnes à certains moments qui vont aller s'ouvrir en fait qui vont malgré tout en fait aller plus loin que la définition propre que tu fais de la personne via son profil professionnel ou au sport et tout. En fait, des fois, c'est contraire un peu de l'entrepreneuriat, mais il faut lâcher prise. Hmm. Et c'est comme ça, tu vois. On peut pas tout maîtriser, c'est un truc que tu peux pas maîtriser. Après, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de vouloir pécho, le niveau de vouloir avoir une relation long Oh, bah, terme. voilà, c'est Mais, comme ça, là. C'est ce qu'on veut. mais dans tous les cas, on maîtrise pas forcément on maîtrise pas forcément le truc. Après, moi, ce que je ferais si jamais j'étais au début et que j'étais comme toi, c'est-à-dire comme je suis, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vérité quand on est du business en ligne et tout, c'est magnifique parce qu'on peut travailler d'où on veut. Mais il y a aussi une vérité qui est que on voit moins de monde. Euh, soit je m'entraînerai à sortir dans des endroits et à me dire, tiens, je me mets en mission de parler au maximum de personnes. Soit j'irai sur des applications pour rencontrer du monde. Et ensuite, en fait, par effet, toujours pareil, la règle des petits pas et des effets cumulés. Par effet cumulé, plus tu rencontres du monde, plus ça va rencontrer du monde. Et plus ça peut être intéressant. Après, je pense que, en fait, dans n'importe quel endroit, on peut rencontrer si on est nous-mêmes motivés pour le faire et alignés pour le faire. Tu vois Ouais, ce c'est que je veux sûr. dire? Carrément, ouais, tu peux au Starbucks rencontrer quelqu'un et tout. Mais ça demande quand même, je trouve, quand même une sacrée énergie, une sacrée volonté de le faire. Parce que franchement, tu vois, j'ai suivi en plus des vidéos sur aborder des gens dans la rue, justement, les endroits, tout ça comme ça. Et en plus, je trouve ça hyper intéressant parce que franchement, quand tu es capable de faire ça, d'aller te confronter à un possible, même un 90% de sueur de non, bah, en gros, tu peux demander tout à n'importe qui, tu vois. Parce que c'est un peu se mettre à nu, tu vois, d'aller demander à quelqu'un son numéro ou quoi. Je trouve que c'est quand même une grosse étape. Et Parce que, ouais. alors juste, après, on va pas faire tout le truc là-dessus, mais c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est comme dans plein de choses. En fait, c'est comme dans l'immobilier, si tu fais la chose différemment des autres, tu auras un résultat différent. Si tu as des résultats différents sur YouTube, c'est parce que tu as fait les choses d'une certaine manière, sûrement différemment d'autres personnes qui faisaient la même chose. Et YouTube Mhm. le voit. Et dans ce cas-là, il faut juste faire les choses différemment. Si tu es quelqu'un d'original qui fait les choses. En fait, si tu fais les choses différemment, des fois, ça se joue à pas grand-chose, hein. J'avais le souvenir d'une fois, alors ça remonte maintenant. Ma femme est au courant, non, c'était avant ma femme, juste avant. Euh, des filles magnifiques sur la plage. Tout le monde allait leur donner leur numéro de téléphone. Tout le monde. Enfin, j'ai dû avoir passé 10-15 qui sont passés, il y avait deux nénettes. Ah ouais. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai fait autre chose et ça a marché. Parce que si tu fais la même chose que tout le monde, tu as le même résultat que tout le monde, c'est-à-dire qu'elle te répond pas, quoi. Tu Mhm. vois? Donc j'ai observé ce que les autres faisaient, et j'ai surtout pas fait la même chose, quoi. Tu Alors du vois? coup, qu'est-ce que tu avais? T'as fait une grande pancarte.
Non, Et- dans mon cas, non, à l'époque, j'étais bien portant. Je faisais pas mal de sport et tout, donc je suis juste, je suis juste allé. En fait, j'ai fait exactement ce que la fille veut. Dans la logique de ce truc-là, enfin, je suis allé dans l'eau, je suis revenu sans les regarder, mais en n'étant pas loin d'elle. Et ben, ça a marché, puisque du coup, il y a une fille qui vient de se faire, qui a eu 10, 15 personnes qui sont venues lui donner les numéros, elle va pas supporter qu'un mec qui est juste à côté ne Ouais, daigne je comprends. pas la considérer. D'accord. Ok. Et Ouais. après, bon, tu fais un petit jeu de rôle et tout, mais en fait, si tout ça, c'est comme la vie, c'est comme l'entrepreneuriat. Si tu prends tout ça comme un jeu, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr. Ouais, en C'est fait, un jeu. Ouais. si t'enlèves l'enjeu de tout le truc, Mais il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il n'y a pas d'enjeu. c'est ça qu'il faut en fait. Il faut enlever l'enjeu parce que tu dis, bah, en fait, si je me prends un nom, bah, je vais avoir mal à mon ego, etc. Alors que si tu le dis juste, bah, le but, c'est d'avoir par exemple 10 noms dans ma journée, bah, c'est trop bien parce que tu vas aller chercher le nom limite, tu vois, C'est comme, c'est- comme dans l'entrepreneuriat, tu vois. Euh, ouais, sur la chaîne, là, pour les interviews, il y a des gens que je voudrais avoir, mais tu sais, c'est une guerre d'ego. Tant que tu n'as pas le nombre d'abonnés, ils veulent pas venir sur ta chaîne, ils te demandent ta portée. Hum, Et ben, du coup, tu prends des noms. Mais c'est la vie, c'est pas pour ça que je m'arrête, tu vois. Et à côté de ça, sur la chaîne, tu vois, j'ai interviewé Anthony Bourbon, qui est ouais. venu alors que j'avais 50 abonnés sur la chaîne à l'époque. Tu vois, il a pas chié, on a fait, il a fait le rendez-vous et tout. Euh, c'est comme ça. Mais c'est parce que tu t'arrêtes pas. Et nous, dans l'entrepreneuriat, en fait, en plus, on est formaté à pas dans l'immobilier. Ça fait un peu d'immobilier. On est formaté à pas s'arrêter. Ah ouais, quand t'as le pied qui est lancé, en plus, quand la machine est lancée, t'as pas le choix, quoi. C'est ça. Et en plus, bon, en plus, c'est marrant, quoi. Enfin, tu vois. C'est, non, tu nous raconteras. Tu reviendras nous raconter. Tu Ouais, reviendras. il y aura des aventures concrètes. Euh, c'est quoi ton why intérieur euh, qui te permet aujourd'hui de te dire que je continue, même si je procrastine un peu, mais je continue, je continue. C'est quoi ton why, ton pourquoi? Aujourd'hui, moi, j'ai pas encore réussi à faire ce pourquoi, enfin, ce travail du pourquoi, tu sais, d'éplucher l'oignon et d'aller chercher le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Moi, j'en ai pas, enfin, je pense que j'ai pas réussi à le déceler en tout cas. Euh, et après, c'est parce que je pense que je suis pas dans le, enfin, comment dire, tu vois, j'ai fait beaucoup de dev perso, mais je me suis arrêté à un moment où je me suis dit que le dev perso, à un moment, si j'allais trop loin, tu vois, je pense que ça allait me desservir parce que ça allait être trop justement sur le sens, sur le pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et ça, j'avoue, c'est un truc sur lequel moi, j'arrive pas trop à être aligné. Je suis très cartésien, donc je suis A plus B, je suis logique, je suis machin. Et le pourquoi, tu vois, j'ai du mal à aller chercher à aller l'ouvrir. Et du coup, ouais, j'avais trop réussi à faire cet exercice. Tout le monde aujourd'hui, mon pourquoi, je dirais que c'est, bah, pour l'instant, c'est comme, je dirais que ça c'est bas niveau, tu vois, mais c'est en gros pyramide de Maslow. Moi, pour moi, mon pourquoi, c'est me sentir reconnu, me dire que je suis utile. Pour moi, c'est ça mon pourquoi aujourd'hui. Après, peut-être qu'il est plus profond que ça, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à creuser plus loin que ça. Ouais, Ouais. c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. Mais je sais que ça, c'est un truc qui va beaucoup me driver. Par exemple, tu vois, la valeur, pour le coup, famille, c'est pas un truc qui va beaucoup me driver personnellement. Parce en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas, donc c'est pas. Mais sûrement, il y a peut-être des gens qui en ont pas et qui se disent, bah, moi, mon objectif, c'est vraiment de fonder une famille, fonder un foyer, etc. Moi, pour l'instant, c'est pas du tout mon, mon objectif. Euh, Moi, c'est plus la quête d'impact en me disant. En fait, le nombre de personnes que je vais pouvoir rendre heureux ou contents, en fait, les gens, quand ils me disent putain, j'ai appris un truc grâce à toi, trop cool, tu vois, franchement. Et ça, je peux avoir 10 fois par jour jusqu'à la fin de ma vie, bah, c'est mon objectif de vie, quoi, limite. Donc là, pour l'instant, c'est ça. Peut-être que ça peut évoluer après dans le temps. Toi, j'imagine que c'est plus évidemment le pilier famille, j'imagine, qui va être ton pourquoi. J'imagine que c'est un peu ça, non? Ou toi, tu as réussi à faire Alors, ça? ouais, aujourd'hui, mon pourquoi, c'est juste de permettre à quelqu'un qui veut sortir du troupeau de le faire. Mhm. En gros, la société nous oblige à aller dans le troupeau. Tout va mal, c'est la crise, ne fais rien. Et moi, ce que je veux juste, c'est s'il y a quelqu'un qui a envie, si tu veux suivre, pas de problème. Si tu as envie de t'en sortir, je veux que tu puisses voir que c'est possible de s'en sortir. Mhm. Facile? Non.
Mais est-ce que c'est possible? Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment mon pourquoi. C'est de montrer aux gens que c'est possible de faire des choses différentes si on a envie. Et indirectement, de montrer à mes enfants que c'est possible de faire des choses différentes s'ils le souhaitent. Ils savent d'où on vient. Ils ont vu leur mamie, leur papy. Ils savent d'où je viens, d'où leur maman vient. Ils savent. Là, on revient du ski. Ils savent très bien, je leur ai dit, moi, le ski, quand j'étais petit, j'ai l'impression que pour moi, c'est les enfants des riches qui allaient au ski. On les voyait en salivant un peu, mais on n'allait pas au ski. C'était même pas la peine d'y penser. Euh, ayez ça en tête et regardez ce qu'on met en place pour pouvoir faire des choses différentes. C'est juste ça, moi, mon pourquoi. D'accord. Oh, mais Euh, ça pas trop la question quand même. yes. Euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a commencé ses études supérieures et qui a envie de lâcher les études pour se consacrer 100% au lancement de sa société? Ah bah moi après j'ai un avis qui est très bon père de famille hein, donc moi j'irais pas je n'inciterais pas à arrêter ses études. Loin de là, moi je conseillerais de le faire en parallèle parce que bah, déjà ça va apprendre plein de choses, ça va apprendre justement à contracter son temps et du coup être très efficace dans ce qu'on doit faire, et donc aussi ça permet de développer cette compétence de quelles tâches comment dire importantes je dois faire, quelles sont les tâches non importantes que je dois faire, celles qui sont urgentes et c'est non urgentes et que je dois pas faire. Et donc ça permet de développer cette capacité à faire le tri dans ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas le faire. Donc je trouve que c'est trop bien de pouvoir travailler, enfin de faire ses études et en même temps d'avoir l'entrepreneuriat, surtout que ça vous donne une roue de secours. Alors il y en a certains, enfin je pense que ça sera peut-être ton opinion, je sais pas. Le fait de se donner qu'un seul plan, de si tu as un plan A, un plan B, un plan C, mais forcément tu vas peut-être moins être motivé à lancer ta boîte. Alors que si tu crames, on va dire, tous tes plans et que tu n'as plus qu'un seul plan, c'est l'entrepreneuriat et c'est tout, ben là c'est sûr tu vas devoir te donner à fond. Moi je pense que cramer ces options, c'est aussi un bon moyen pour faire des mauvais choix. Parce qu'en fait, les choix court terme que tu vas vouloir faire, bah, c'est pas forcément les choix long terme que tu aurais fait si tu avais eu les études pour prendre le temps de mettre en place quelque chose. Tu vois, je pense que si par exemple, les gens se disent, bah, moi je veux me lancer et je veux, je sais pas, apprendre dans un premier temps plein de choses et me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, tu peux commencer des études, faire des interviews de gens et ne pas monétiser. Donc tu penses pas à la monétisation, tu penses juste à découvrir les gens, à te faire du réseau, à poser les questions qui t'intéressent aux personnes, etc. Et ensuite, 2 ans plus tard, bah, tu as une petite communauté, tu as une audience, tu peux lancer un produit, une formation. Mais si tu commences tout de suite à vendre une formation alors que tu n'es pas à l'aise et que tu n'as rien à apprendre aux gens, et bah, du coup, tu vas pas faire grand-chose ou alors la formation n'aura pas un grand intérêt pour les gens. Donc, moi, j'aurais tendance à recommander aux gens de faire de travailler en même temps que les études. Et une fois qu'ils sont sûrs, là, on passe à autre chose. Moi, j'ai dû attendre, enfin, c'est pas j'ai dû attendre, mais en gros, j'ai attendu d'avoir autour de 7-8 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour la micro-entreprise et la société, du coup, là, quand j'ai fait ma transition, pour me dire, OK, c'est bon, j'arrête mes études, enfin, j'arrête mon travail et je passe à autre chose. Et je me souviens même qu'à l'époque, quand j'étais à l'école, donc enfin, quand j'étais du coup étudiant à Bordeaux, là je me disais à un moment, je m'étais dit, j'avais fait le premier, non, c'était quand? Je crois que c'était la deuxième édition du Quitter la Rat Race Live de Cédric Anissette. Et à un moment, il y avait un petit exercice qu'il fallait faire. Donc sur une lettre, on devait écrire ses objectifs. Donc c'était une lettre qu'on allait s'envoyer à nous-mêmes 1 an plus tard. Et donc je m'étais dit, bah, mon objectif c'est de faire 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et j'en avais un autre, c'était si j'arrive à faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, eh bien j'ai le droit de quitter mes études. Et en gros, je m'étais fixé cet objectif en me disant, bah, si je fais tant d'euros de chiffre d'affaires par mois, et donc après, bah, peut-être que les gens qui nous écoutent, ils peuvent faire la même chose, ils peuvent se dire, bah, je vais faire tant d'euros de chiffre d'affaires, par exemple pendant 3 mois, comme ça permet de stabiliser un peu le truc. Et là, on peut se dire, OK, je peux quitter mes études. Mais je pense que quitter ses études trop vite, je pense que c'est une erreur. Parce que, alors même si il n'y a pas une grosse différence entre quelqu'un qui va faire, je pense, 5 ans d'études et 3 ans d'études, quand on regarde par exemple les comptables qui vont faire 5 ans d'études et d'autres qui vont faire juste un bac pro, bah, en fait, ils vont avoir financé, enfin, grosso modo, à peu près le même salaire. Donc, c'est pas hyper intéressant. Dans certains métiers, ça vaut le coup d'aller faire une poursuite d'études, mais dans d'autres cas, pas tant que ça. Donc voilà, moi je suis plus bon père de famille. Toi, je sais pas, t'as une opinion peut-être qui est plus offensive, je dirais. Non, non, moi, j'ai entendu beaucoup de personnes, surtout dans nos milieux là, du business en ligne, de parler de brûler le bateau.
Ouais, ça. Pour moi, c'est la plus grosse connerie. Et quand quelqu'un vous dit de brûler le bateau, regardez ce qu'il avait quand il a brûlé le bateau. Il avait sûrement pas grand-chose. Alors, c'est toujours facile quand on n'a rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui gagne 1500 balles par mois, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est une vérité, il n'a pas grand-chose à brûler. Quelqu'un qui a un bac plus 5, qui a 4, 5, 6 000 euros par mois, c'est pas le même bateau qu'on brûle. Mm. Du coup, méfiez-vous toujours de quelqu'un qui vous sort le truc de brûler le bateau. Et je l'ai entendu dans mes débuts dans des séminaires de personnes qui, ouais, c'est, c'est- attention à ça, parce que quand on ouvre, on s'aperçoit qu'ils avaient rien à brûler. D'accord? Donc, je suis tout à fait aligné avec toi sur le fait que déjà, bah, les études, c'est magnifique. On a le système en France qui nous permet de faire des études pour pas très cher. Et mine de rien, ça nous donne une valeur marchande en tant que salarié. Même, ça nous apprend des choses et ça nous apprend à apprendre pour notre vie d'entrepreneur plus tard. Donc, moi, je suis pour ne pas lâcher les études. C'est dommage. Je pense que quand on a 20 ans, 23 ans, on est capable de faire les deux en même temps. On est encore capable, on vit chez papa, maman généralement, ou on n'est pas loin, de pouvoir bosser un peu plus sans avoir d'autres tâches en plus. Donc, je suis tout à fait aligné avec toi. Après, à un moment, effectivement, il va falloir choisir une verticale et la défoncer. Donc, ben, vous pouvez vous dire que c'est votre société et du coup, ben, les études, vous n'avez pas besoin d'être major de promotion. Vous avez surtout besoin de gagner votre réseau avec vos études, d'avoir vos diplômes. Et puis, OK, vous éclatez la verticale de votre business. Et effectivement, à un moment, il faut se mettre sur une verticale et, euh, et ça va être dur. Et l'éclater plutôt que de se dire qu'à la première difficulté, je passe au truc suivant, puis au truc suivant, puis au truc suivant. Mais vous avez, pour moi, la possibilité, on a la possibilité de faire les deux, mais j'aime bien les personnes qui passent sur le podcast leur poser la question pour avoir leur point de vue. Mais encore une fois, bon, on est aligné sur cette question. Ouais. Euh, Et après, il y a aussi, aussi un choix de momentum aussi. Moi, par exemple, j'étais en alternance pendant 3 ans, donc je sais que j'ai cotisé un peu pour le chômage. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre le CDI parce que, en plus, j'avais les primes, enfin, j'allais débloquer des primes à ce moment-là. Donc, je me dis, bah, c'est un peu con de dire non à des primes vraiment intéressantes. Du coup, bah, j'ai pris ça pendant 1 an et je me suis dit, bah, si je fais une rupture conventionnelle, et ben là, je peux changer ma micro en SASU, toucher le chômage pendant 1 an. Donc, en fait, en fonction aussi du contexte, comme tu dis, ça dépend de qu'est-ce que les gens ils avaient à ce moment-là. Effectivement, si le mec il avait que 1500 balles, ben, il n'avait pas grand-chose à perdre, entre guillemets. Mais si derrière tu peux avoir le chômage ou alors tu ne peux pas l'avoir, ben, ça peut aussi conditionner le fait que tu vas te lancer, tu vas pas te lancer. Enfin, il y a aussi cet aspect aussi pratico-pratique. Qu'est-ce que c'est quoi tes projets court terme? Genre, si vous devez acheter une maison, enfin, si tu sais que tu veux t'installer avec ta femme, par exemple, pour acheter une maison dans 6 mois, bah, c'est pas du tout le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ou alors, tu sais que tu vas avoir un enfant, bah pareil, c'est pas du tout le moment pour, je pense, lancer un business, à moins qu'il soit déjà rentable. Mais en tout cas, brûler ses bateaux, pour moi, c'est un peu une connerie, comme tu dis, yes, en fonction du ouais, contexte. tout à fait d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu dirais au Axel de tes débuts? Axel qui avait 14-15 ans, là, quand il s'est lancé, tu lui dirais quoi? Moi, je pense que je dirais pas grand-chose de plus, parce que en fait, j'ai pas de. Tu vois, je réfléchis des fois, je me dis, est-ce que j'ai des regrets ou des trucs que j'aurais aimé faire ou faire différemment? Et en fait, je pense qu'à chaque fois, j'ai toujours fait les choix. En fait, à chaque situation sur laquelle je suis arrivé, j'ai toujours fait, je pense, le bon choix par rapport à la situation, par rapport aux paramètres que j'avais. Et je préfère me dire, bah, j'ai fait toujours les bons choix et je continue à faire les bons choix, plutôt que me dire, et si j'avais fait ça, ou alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire en sachant ça? Et en fait, c'est un peu aussi un moyen de pas se mettre trop dans sa tête. Parce que je pense que si on réfléchit trop dans le passé, en disant, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, en gros, tu restes trop dans ta tête et t'es pas assez projeté. Et je préfère réfléchir plus au présent ou plus dans le projeté en me disant, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, plutôt que qu'est-ce que j'ai fait derrière. Donc moi, je n'aurais pas de conseils en particulier ou de choses à lui dire, si ce n'est que lui confirmer que la voie Internet, c'est une très bonne voie à prendre et que j'ai bien fait de continuer là-dedans. Yes. Est-ce que tu lis, Axel? Non, je lis pas beaucoup, j'ai quelques livres, mais les livres enfin, le premier livre que j'ai lu et qui a été vraiment incroyable pour moi, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie, Yes. qui franchement est incroyable. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de lire si vous lisez pas beaucoup, lisez au moins ce livre-là.
Parce qu'en fait, c'est tellement bateau les conseils qu'ils peuvent donner, mais c'est tellement bon de rappeler comment avoir des relations saines avec les gens, comment enfin, se faire apprécier, comment apprécier les autres. Enfin, je trouve que c'est vraiment un livre excellent. Et après, il y a quelques autres livres aussi que j'ai bien aimés. Atomic Habits en anglais, qui explique justement le principe des intérêts composés dans les habitudes, que je trouve vraiment très intéressant. Et après, ouais, j'ai vu quelques autres livres. Et évidemment, bah, Le Guide financier des jeunes actifs, un livre incroyable que je recommande à tout le monde. Mais sinon, ouais, Je non, je suis mettrai pas. les liens dans la description de la vidéo de toute façon, des ressources dont on a parlé dans le podcast. Voilà, mais après, sinon, non, j'ai pas de livre particulier. Toi, le meilleur, c'était. Donc, tout le monde n'a pas eu la chance de quitter ses études, mais c'est peut-être pas le premier que tu passeras en premier, si? Non, je mets le mien en premier. Non, je Je déconne. verrai le lien. C'est quoi? Non, non, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon, après, il est difficile d'accès parce qu'il est gros, il est une typologie un peu pourrie. Après, il y a la magie de voir grand qui est pas mal, le personnel NBA, la force du focus. Ouais, après, ça dépend si on est sur une logique de livre de dev perso ou une logique de livre de marketing dans mon cas. Et après, il y a des biographies que j'aime bien. Arnold Schwarzenegger, vraiment sympa. J'ai plus le nom le patron de Nike, le patron Ah des oui. Zappos, les chaussures. Ouais, il y a quelques. Je trouve ça très sympa aussi de lire en ce moment, je suis en train de lire l'autobiographie de Barack Obama. Mais c'est pareil, c'est un gros pavé, donc Hmm. c'est dur. Surtout, là, je suis dans une partie où il parle un peu trop de politique. Et c'est en Euh, anglais, c'est- j'imagine. voilà, je le lis en français, moi. Ok. Mais L'autoroute du millionnaire, si on parle. Voilà, il y a quelques livres qui sont intéressants, pour moi, il faut lire quelques livres voilà, c'est des bonnes piqûres dans votre quotidien. Un peu de livres, un peu de podcast et bouger, ensuite bouger, faire des actions. On en parle, mais à plusieurs moments, les intérêts composés, c'est pareil, un livre que vous lisez, si vous faites rien derrière, bon ben ça sert pas à grand chose. Hein. C'est toujours pareil, c'est exactement la même chose. Vous allez à la muscu et après vous mangez McDo. Ouais. Bon, au niveau protéines, vous allez avoir du mal. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ça marche pas, quoi. Oui. Euh, alors, un conseil pour la personne qui nous suit, qui a envie de se lancer, mais qui va retourner dans quelques minutes dans sa prison dorée, son CDI payé correctement, voire super bien payé. Moi, je parle de ça parce qu'on en a parlé juste avant. Je t'ai donné le pourquoi de ce podcast. C'était mon cas pendant des années. J'écoutais des podcasts dans le métro entre Vincennes et Charles de Gaulle Étoile avant d'arriver dans mon travail, dans ma prison dorée, qui était la première réunion de la journée, la fucking réunion qui enchaîne sur la fucking deuxième réunion. Et à un moment, j'ai eu le déclic en écoutant les podcasts. Et c'est pour ça que j'ai voulu transmettre la même chose. Mhm. Ce serait quoi le conseil que tu donneras à cette personne qui va bientôt retourner dans son train-train du quotidien et peut-être mettre toutes ses bonnes intentions de côté? Et si c'est quelqu'un qui n'a pas encore l'idée de ce qu'elle veut faire, ce que je lui conseillerais de faire justement pour trouver une idée ou en tout cas s'inspirer, en tout cas peut-être du coup se développer, etc., bah, effectivement, c'est de lire si la personne aime bien lire. Mais si elle veut pas lire, comme tu dis, le hack, c'est d'aller directement hacker le cerveau des gens. Mais quand on n'a pas forcément bah, les sous ou a envie de payer par exemple, des formations, le hack ultime qui permet de hacker les cerveaux des gens, bah, c'est de les avoir en interview. Donc vous ouvrez un petit podcast, une chaîne YouTube, un truc assez basique, simple, donc il faut que ce soit quand même assez propre, et vous demandez aux gens que vous aimeriez avoir, donc ça forcément, bah, pas forcément des gens très connus dans leur secteur, mais des fois ça peut être des enfin, des personnes avec une petite audience, ou alors des gens, je sais pas, si vous aimez le sport, bah, vous demandez d'interviewer des coachs de sport, et quand des gens ne se font pas interviewer, comment dire, régulièrement, bah, le fait qu'on leur demande, en fait, ça fait tellement une vague plaisante pour l'ego qu'ils vont forcément accepter. Et donc, bah, ça veut dire que ça va vous donner pendant 1 heure, 2 heures, presque un coaching gratuit, parce que vous allez pouvoir poser des questions dans l'interview. Qu'est-ce que tu aurais fait si, enfin, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui démarre? Comment tu ferais ça? De quelle manière est-ce que tu vois telle et telle chose? Et donc, du coup, ça va vous donner plein d'idées, bah, je pense, sur ce que vous feriez. Et vous pouvez même d'ailleurs poser des questions comme toi, si tu devais redémarrer de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, bah, là, vous prenez des notes, hein, parce que là, le gars va vous dire moi, je suis coach de sport, qu'est-ce que je ferais? Bah, je lancerais une salle de sport, je prendrais des abonnements à tel prix. Et donc là, ça va vous donner en fait, des idées sur le business que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est si vous n'avez pas d'idée. Et après, bah, évidemment, si vous avez une idée, moi, mon conseil, c'est surtout de vraiment se nicher et d'être le plus spécifique possible. Là, aujourd'hui, ma chaîne, elle est très généraliste sur bah, les finances,
la bourse, etc. Donc c'est très généraliste et les vidéos ont du mal à bien performer. Par contre, j'ai une chaîne qui est dédiée à un courtier en bourse qui s'appelle Axel Investir avec Interactive Broker, donc qui est très 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 spécifique. Et cette chaîne, en fait, l'audience, elle est beaucoup plus engagée. Les gens, ils sont très contents, ils me laissent beaucoup de commentaires. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on est spécifique, mais très spécifique sur un sujet, plus vous allez pouvoir apporter de la valeur à quelqu'un. Donc par exemple, si on prend le sujet que moi j'ai, donc sur les finances, la fiscalité, etc., vous faites une chaîne YouTube sur déclarer ses impôts. Et là, vous faites que des vidéos sur comment déclarer ses impôts, de SCPI, comment déclarer ses impôts, de plus-value immobilière, etc. Vous êtes hyper spécifique et vous pouvez le faire sur tous les domaines. Par exemple, le sport, au lieu de faire une chaîne sur la musculation, bah, vous faites une chaîne sur la musculation, par exemple, à la maison. Ou alors une chaîne sur la musculation en salle, ou alors la musculation, par exemple, pour personnes qui ont des coachs. Et là, bah, je sais pas, vous allez faire des programmes pour des coachs, ou alors, par exemple, vous allez vous adresser que aux coachs de sport directement. Bref, voilà, en gros, c'est de nicher la chose. Donc moi, deux conseils, ce serait, si vous n'avez pas d'idée, lire des livres. Sinon, faire des podcasts avec des gens, parce que vous allez voir, beaucoup de gens vont dire oui, je pense. Et si vous avez déjà des idées, nichez-vous sur votre thématique et ensuite commencez à élargir. Excellent, merci, c'est un super conseil. Et bien sûr, là, on parle de business en ligne, C'est ça. mais l'entrepreneuriat, c'est plein de choses. Donc, allez vers ce qui vous porte. Euh, on ne vit pas de sa passion. C'est utopique de dire qu'on vit de sa passion parce qu'on est passionné, alors ça va marcher. Par contre, essayez de faire, d'aller vers un truc qui englobe vos compétences et vos passions et qui soit un milieu porteur. D'accord? Sa passion pour sa passion, si vous êtes le seul à aimer le truc, ça va être compliqué. Par contre, si vous avez une passion qui est porteur, qui génère du monde, qui a un portefeuille, un vivier potentiel de clients, vous avez des compétences à côté, là, il y a des choses à faire. D'accord? Et on est plus motivé à tenir dans le temps quand c'est quelque chose qu'on aime faire. D'accord? Donc, nickel. Merci à toi. Excellent ton hack. Euh, on arrive à la fin de cette interview. On a fait un tour global, personnel, professionnel. Merci à toi d'être livré sans filtre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Non, je pense on a bien fait le tour. Petit mot de la fin, bah, en vrai, moi je conseillerais à tous les entrepreneurs, pour éviter justement d'être trop seul, c'est d'aller faire du sport. Hyper important, d'aller dans un club de sport, surtout un club où on peut rencontrer des gens, on peut discuter avec les gens. Parce qu'aller aller faire de la salle de musculation, je pense que c'est bien, mais c'est pas épanouissant, tu vas pas discuter avec des gens. Alors si on fait, enfin moi je fais du CrossFit par exemple, on peut discuter avec les gens, c'est trop bien. Et je pense que des sports, bah, style par exemple sport de combat, tu dois aussi travailler avec les gens. Donc c'est aussi hyper enrichissant, je pense. Et donc si vous faites, bah, je sais pas, du badminton, tout ça, en plus vous pouvez avoir du fun dans ce que vous faites. Donc n'hésitez pas quoi. Nickel. Ben, encore merci pour le tuyau et le sport. De toute façon, moi, je suis un fanat de sport et effectivement, je pense que c'est le truc qui permet le lien social le plus rapide, en tout cas. Donc, ben, merci à toi. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec toi. J'espère que tu as kiffé aussi. Ouais, c'était cool, merci Damien pour l'invitation. Et les amis, donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur le podcast, à liker, à vous abonner et à commenter pour vous dire, pour me dire par exemple, ce que vous avez pensé du podcast ou qui vous voudrez avoir sur le podcast. Comme ça, je dirai chercher les gens que vous voulez. Et je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous. Ciao, ciao.